Ah, vous allez voir. C'est ça la question. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah Ça a oui. commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Tagadak à vous mes frères et sœurs, bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Pop Culture. Vous naviguez en compagnie de Ordos, Salut, salut. Chacha Cosmique, Ah, ça a commencé là? avec tu la fin, Salut. Atreide, Salut. et moi-même Lilith, en cas de désaccord avec nos propos durant cette expédition, un masque tombe automatiquement devant vous, venez donc vous équiper d'une bière de second degré avant le décollage. Nous espérons que vous passerez un agréable voyage en notre compagnie. Attachez vos ceintures et vos casques, c'est parti pour l'aventure. Aujourd'hui, nous prolongeons notre expédition consacrée à la percée d'un prince dans les contrées sablonneuses de l'Orient. Dans la première partie, Ordos et Atreide nous avaient évoqué les 3 premiers opus de la saga jusqu'en 99. Ce soir, nous poursuivrons la présentation des jeux vidéo et du chef-d'œuvre du 7ème art qui est le film de 2010, toujours sur le prisme de l'orientalisme dans la pop culture. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais réitérer mes anecdotes botaniques, car je maintiens mon ambition de conduire un jour cette balade de diffusion vers le bien-être et l'agriculture. Et en vrai, je connais que dalle à l'agriculture, mais j'aime bien apporter des faits hors sujet sur les plantes. Donc première petite case dédiée aux Véroniques. J'ai découvert que la Véronique de Perse était une petite plante annuelle des jardins avec des petites fleurs bleues qui portent le nom vernaculaire de boyau de chat, ou de plante à thé. Donc gros bisous à toutes les Véroniques qui nous écoutent. Et seconde anecdote botanique, la pêche était un fruit au départ domestiqué en Chine, en moins 1500 avant notre ère, importé en Inde et au Proche-Orient, puis par Alexandre le Grand, qui l'a introduit en Europe à la suite de ses conquêtes perses au IVe siècle, sous le nom de Malum persicum, ou pomme de Perse, et donc on a fini par comprendre pourquoi la pomme est aussi importante pour Ubisoft, la boucle est bouclée. Tu veux dire la pomme dans... C'est dans Assassin's Creed? C'est ça, non? La pomme d'Éden, ouais. Ah ouais. Peut-être que c'est pas que chez Ubisoft que la pomme est assez importante. Et du coup, on peut cultiver des pommes de Perse chez nous? Bah oui, sauf que tu vas appeler ça une pêche. Bah, c'est vachement moins bien. C'est vachement mieux de l'appeler une pomme de Perse quand même, non? Tu sais ce que t'as à dire à tes prochains invités qui te ramèneront des pêches. Ah ouais, parfait pour mes soirées mondaines, c'est formidable. 400 € la pomme de Perse, voilà. Ouais, toutes nos pêches, de manière à être un peu hype, on parlera de pommes de Perse. Magnifique, donc retenez-le pour le reste de l'épisode. Alors on va commencer par parler de Prince of Persia et les Sables du Temps, sorti en 2003. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer à le présenter, ou je peux commencer aussi à le faire? Ah bah si tu te sens, vas-y, fonce, allez. Alors dans cet épisode, le prince de Perse est trompé par le vizir, qui libère les Sables du Temps dans le palais du sultan, l'ami du père, et ceci corrompt les êtres vivants et transforme en monstres des sables. Et avec l'aide de Farah, donc la fille du Maharaja d'Inde, qui est réduite en esclavage par le roi de Perse, Shahraman, je sais pas si j'ai bien prononcé, Si, c'est ça, Shahraman. le joueur doit faire traverser au prince tous les pièges du palais, et on va voir que c'est un bon acrobate, il a bien fait sa gymnastique, et il va être aidé des pouvoirs de la dague du temps, qui permettent de remonter dans le temps, entre autres. Et ben voilà, c'est un c'est un bon résumé efficace pour un jeu qui effectivement s'inscrit vraiment très très bien dans la lignée des Prince of Persia, puisque donc on le rappelle c'est donc un jeu édité par Ubisoft qui a racheté la licence et qui va créer toute une nouvelle équipe pour créer ce nouvel opus à Montréal. Donc ils vont créer un studio qui s'appellera Ubisoft Montréal, et dedans sera créé ce qui sera appelé la Pop Team, pour Prince of Persia Team, qui va s'occuper justement du renouveau de la licence. Et alors ce renouveau, il va passer par quoi?
Il va passer par quoi? Il va passer par effectivement des phases, bien évidemment, de réflexion autour de ce qu'ambitionne le studio, de ce qu'est la licence et où est-ce qu'il souhaite aller. Et il va passer aussi par, forcément, comme tout projet, de la démo, des phases de prototype, etc., pour justement essayer de réaliser leurs ambitions et aussi tenter de draguer, d'aller draguer Jordan Mechner pour l'inclure dans le projet et réussir à lui recréer un gain d'intérêt pour la licence. J'avais vu que sa curiosité avait été un peu animée par le fait que Ubisoft avait décidé de revenir aux origines des succès du jeu, avec l'animation du personnage, avec des combats plus dynamiques. Et c'est ça qui avait plutôt bien tenté Jordan Mechner. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en termes de dynamisme, les combats de Prince of Persia 3D, c'était pas vraiment la grande classe, quoi. Et puis c'est surtout qu'il faut pas oublier que en fait Ubisoft a envie de reprendre les droits de Prince of Persia, mais ça reste Jordan Mechner qui avait les droits, et donc il faut absolument le convaincre et le séduire. Et du coup, quand il commence à aller le voir, c'est pas très près. Et les premières choses qu'ils ont, c'est surtout ces animations-là. Et notamment, ce qui va convaincre Jordan Mechner, c'est revenir vraiment à l'acrobatie, en fait. Comme on l'avait dit dans le premier épisode, Jordan Mechner, son premier but pour Prince of Persia, c'était vraiment un jeu d'acrobatie et d'éviter des pièges, etc. Et donc, ce qui le convainc là, chez Ubisoft, c'est le fait qu'il voit le prince courir sur les murs. Ça le convainc énormément, et c'est là où il commence à dire ok, j'ai confiance, ok, je suis d'accord pour que vous achetiez mes droits. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, du coup, Jordan Mechner n'a pas vu du tout de portion du jeu vidéo à ce moment-là. Il a vu vraiment des animations et une cinématique un peu montée pour essayer qui est en fait un cumul des animations qu'ils avaient commencé à envisager pour le prince, pour essayer simplement juste d'illustrer les ambitions qu'ils avaient. Et a priori, ça a suffi à l'ambiancer pas mal sur le projet, et où du coup il a accepté et qu'il a écrit Les Sables du Temps avec Ubisoft. Et ça s'est, a priori, la collaboration s'est plutôt bien passée. Donc ce projet, il a été géré avec Jordan Mechner, et il a été aussi géré avec donc Patrice Desilets, qui est, pour l'anecdote, a priori le premier employé d'Ubisoft Montréal, et qui du coup faisait vraiment ses débuts. Il avait bossé sur quelques petits jeux pour Ubisoft avant, mais voilà, rien de très grand. Donc c'est vraiment là, d'un coup, il est propulsé sur un jeu avec un peu plus d'ambition, et il va être accompagné de Yanis Mala, qui sera à la production et qui va justement l'accompagner dans tous les choix de production et les choix scénaristiques que le jeu va adopter. On peut peut-être commencer par parler de ces choix scénaristiques, parce que c'est quand même le premier Prince of Persia où l'on mentionne des choses qui sont un peu en dehors de la Perse, et notamment, tout à l'heure, Lilith a eu du mal avec Shah-Rahman, et le Maharaja. On est clairement dans une Perse qui est un peu plus localisée, avec l'Inde à proximité. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est assez plaisant par rapport aux anciens Prince of Persia, où finalement, on l'a évoqué à l'épisode précédent, on ne nous donnait pas beaucoup de localisation géographique. Bon, on reviendra pour le film, qui est celui qui nous donne le plus de localisation géographique, à ses dépens, je pense. Mais c'est surtout que c'est aussi le premier épisode où il a un nom, le prince. Non. Non, il a pas de nom. Ah non, c'est pas celui-là. Ok, donc c'est surtout un des épisodes comme les autres où il n'a pas de nom. Eh oui. Il a jamais de nom à part dans le film. Ouais. D'accord. C'est le joueur, quoi. Ah, je pensais qu'il avait son petit... Ok, non, mais c'est une faute de ma mémoire. Je pensais vraiment que quand il parle de son histoire, quand il dit c'est mon histoire, etc., je pensais qu'il parlait... qu'il avait son nom. Bon, ok. Tu peux l'appeler Kakulukiyam, si tu veux. Ceux qui ont fait le jeu auront la référence. Oui. Mais ça veut dire quoi, Kakulukiyam ? Parce que c'est ce qu'il dit à Farah lorsque elle lui demande...
Ah bah tu spoil, on spoil ou Ah pas? bon, ouais, on peut spoiler. Ok, on spoil, vas-y, on est parti. Non, mais c'est pas grave, il y a prescription. Le jeu date de 2003. C'est bon. Donc, il y a un moment donné, il y a la petite Farah qui lui dit, bon, voilà, comment tu t'appelles? Et il dit, appelez-moi Kakolukiyam. Oui. Kakolukiyam, ça me fait penser à Kaboom, qui est un film qui est sorti il y a quelques années. Mais peut-être qu'il y a d'autres termes derrière. Alors, je sais pas s'il y a une signification réelle. Par contre, au niveau du jeu, en fait, c'est une très bonne astuce qu'il utilise parce qu'en fait, donc en gros, le jeu tout au long du scénario et de l'aventure va développer la relation Farah et le prince, qui est plutôt bien écrite d'ailleurs, hein, vraiment intelligemment faite, etc. Et en fait, au fur et à mesure de cette relation, les deux vont forcément se rapprocher et tout ça. Et à un moment, ils vont avoir une scène vraiment d'intimité, etc. Où on ne sait pas vraiment si elle a été vécue ou rêvée ou quoi que ce soit, c'est assez flou là-dessus. Et en fait, ça se passe dans une scène complètement noire, et en gros, Farah lui dit, qu'il y avait un mot secret qui permettait de créer une pièce où elle pourrait être toujours en sécurité dans le palais, choses comme ça. Et le mot, c'est Kakulukiyam. Et là, elle lui donne. Et le petit twist, quand il l'utilise au moment où tu le dis, là, et Farah, elle comprend pas, c'est parce qu'en fait, à la fin du jeu, on remonte le temps pour annuler tout ce qui a été fait, donc la libération des sables du temps, etc. Et on va voir Farah pour tout lui raconter. Et en fait, tout le jeu est vécu au travers du regard du prince qui raconte ce qui s'est passé. Donc en fait, on voit le prince agir avec Farah, etc. Et on a une voix off du prince qui nous raconte aussi ce que ressentent les personnages à X moment, qui accompagne en fait le récit. Et en fait, à la fin, on comprend que c'était le prince qui a remonté le temps et qui vient raconter à Farah ce qui se passe si jamais ils font confiance au vizir et qu'il se laisse envahir, etc. Donc en gros, c'est comme si le jeu que tu viens de jouer que tu viens de finir n'avait pas existé. Ouais, tout à fait. Mais par contre, par cette petite astuce, il lui fait comprendre, parce que c'est un mot que elle ne connaît, du coup, il lui fait comprendre que son histoire est vraie, quelque part. Et donc, c'est vraiment un joli clin d'œil pour finir le jeu, quand elle lui dit quel est votre nom au fait? Et là, il lui dit Kakulukiyam, et effectivement, là, Farah, qui n'a pas vécu toute l'aventure, donc là, Farah, on est revenu au début, comprend en fait que, voilà, comment il connaîtrait ce mot si ça ne s'est pas passé. Donc, voilà, jolie astuce et petit clin d'œil de fin, etc. C'est plutôt intelligent et bien joué en termes d'écriture. Et donc voilà, donc on peut l'appeler Kakulukiyam si vous voulez. D'accord, du coup je comprends la fin du film en fait. C'est une référence à ça. Et c'est assez marrant parce que on est en 2003. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est l'époque où il y a ces twists de remonter dans le temps, machin. Faut savoir, en 2004, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un film qui était sorti qui s'appelait L'effet papillon. Et c'est pareil, il tombe amoureux d'une fille, etc. Et à un moment, elle se souvient plus de lui et lui dit je te connais, on a été ensemble, je sais que t'as des crampes aux pieds quand on fait l'amour, un truc comme ça. C'est le Kakulukiyam de ce film-là et c'est marrant que... Ouais, au moins subtil, mais ouais, c'est ça, si tu veux. Ah oui, c'était un film. Mais moi, ça m'avait touché. Je suis, ah ouais, en fait, il est au courant, machin. Enfin, c'était... et c'est vraiment l'époque où il fallait faire des twists un peu barré de remonter dans le temps ou je sais pas quoi. Il y a eu d'autres, je crois qu'il y a eu un film français aussi qui a fait une remontée dans le temps, machin truc, là en 2018, 2017-2018, on n'était pas encore confinés. Mais ça revient souvent, ces relations, tu sais. De toute façon, les voyages dans le temps, ça permet pas mal de choses au niveau scénaristique, etc. Donc c'est toujours un bon élément, même si ça comporte énormément de risques aussi. Parce que les voyages dans le temps, il y a aussi très vite des incohérences qui peuvent arriver, etc. Enfin, ça demande de bien réfléchir aussi à ce qu'on fait. Mais pourquoi le voyage dans le temps dans les Sables du Temps? Parce que c'est un gros risque de s'aventurer sur ce terrain-là, mais déjà, effectivement, ça rentre très très bien dans l'aspect oriental, etc. Avec ce côté, les sables et tout, ça marche bien. Le côté sable et mille et une nuits. Je trouve que la thématique est plutôt bien trouvée. Scheherazade, dans le conte des Mille et une nuits, ne fait que gagner du temps en racontant ses histoires à son calife. Hein. Donc, il y a la question du temps, oui. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez cool.
Donc effectivement, voilà, cette thématique-là est plutôt bien trouvée, et en fait, surtout, elle permet une deuxième chose. Au niveau du jeu, dû à la 3D, etc., il y avait régulièrement des imprécisions, et de la difficulté dans les jeux Prince of Persia. Et en fait, c'est quelque chose qui frustrait pas mal les joueurs, et je pense que Patrice Désilets avait compris ça, et donc l'idée, c'était de justement pouvoir annuler cette erreur. Grâce au Sable du Temps, il a vu avec ses équipes, et il a négocié, ils ont essayé de voir si techniquement c'était possible, de créer un rewind de quelques secondes en jeu. Prince of Persia, au-delà de son côté plateforme très bien pensé en termes de level design et voilà, son dynamisme d'animation, etc. Parce qu'on n'a plus du tout les problèmes de Prince of Persia 3D où une animation ça saccade puis une autre animation. Tout est hyper fluide et ils ont énormément d'animation de transition. Et bien le jeu n'est pas que ça en fait. Le jeu a aussi un petit plus qui est si tu te loupes, eh bien tu peux revenir en arrière. T'as un nombre de chances limité et si tu veux pouvoir le refaire, il faut que tu refasses le stock de sable, etc. que tu peux récupérer à travers les niveaux en combattant les ennemis. Mais le jeu en fait utilise les sables du temps non seulement dans sa narration pour raconter son histoire, mais aussi au sein de son gameplay pour justement permettre aux joueurs de corriger ses erreurs et donc du coup ça peut permettre aussi au studio de pallier les éventuels problèmes de précision dus à la 3D, dus à la caméra qui peut être placée un peu bizarrement et donc avec le joystick on n'est pas pile sous le bon angle ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt très intelligent en fait de réussir à mélanger tout ça dans un tout cohérent. C'est plutôt futé et c'est plutôt une belle réussite sur ce jeu là clairement. D'ailleurs je pense que c'est un peu le premier concept qui a développé un jeu avec cette mécanique là de pouvoir remonter dans le temps parce que ça a été ensuite développé dans d'autres jeux. Mais là quand même c'est assez pour une grosse production, je sais pas quel était le niveau d'Ubisoft à l'époque mais c'est assez bienvenu pour une grosse prod. Ça se voulait grosse prod, mais par contre, on n'était pas du tout dans le Ubisoft qu'on connaît actuellement. Savoir qu'à l'époque, ils venaient quoi? Ils avaient sorti Rayman, ils avaient sorti peut-être Tonic Trouble aussi. Donc Ubisoft était assez connu pour ses platformers en 3D qu'ils avaient sorti avec succès. Donc je parle de Rayman 2 pour 3D forcément, parce que Rayman 1 n'est pas en 3D. Mais là où ils se sont lancés, où ils ont dit on va lancer un studio à Montréal, etc. Ça commençait où en fait les studios de jeux vidéo se disaient en fait on a une bonne opportunité à Montréal, notamment parce que la ville poussait le développement de jeux vidéo, et donc du coup il y a eu ce studio qui a été créé, mais c'est pas du tout le budget qui peut être alloué pour des Assassin's Creed qui sont produits en ce moment ou qui sont produits qui étaient produits il y a même 10 ans. C'est vraiment le succès arrive, l'équipe, la Pop Team n'est même pas au courant en fait. Ils se rendent compte que le projet est important quand ils arrivent à l'E3 et qu'ils voient que effectivement toute la thune marketing, etc. a été mis sur leur jeu. Et c'est ça qui fait que tu te dis ah oui, c'est quand même le concept fonctionne, etc. Ce qui est assez intéressant. Alors pour l'époque, ça fait quand même des équipes quand même un peu conséquentes, mais c'est juste quelques dizaines de personnes. Hein. Ouais. On n'est pas du tout sur les équipes de 3000 personnes, voire plus, qu'on peut avoir actuellement. Hein. En termes d'échelle, ça n'a rien à voir, et ça a été, je crois, ça a été 2 ans de développement, un truc comme ça, acharné. Enfin, les équipes n'ont pas pu réaliser tout ce qu'ils voulaient. Et en fait, le truc de remonter dans le temps, ça a été un vrai challenge technique, puisque donc Patrice Désilets soutenait cette idée de pouvoir faire un retour dans le temps. Et donc du coup il avait dû voir avec les développeurs et essayer de trouver une solution, parce qu'il allait voir en disant est-ce qu'on peut faire ça, et les développeurs lui étaient très contents de ça, lui ont dit on va essayer de trouver un moyen, machin truc, enfin, ils ont cherché un moyen de pouvoir faire ça parce qu'ils étaient à l'époque le jeu était développé surtout pour la PlayStation 2 qui était la console qui avait le plus de contraintes dans leur développement, et le problème c'est que la PlayStation 2 a une quantité de RAM très limitée. Et donc du coup, effectivement, cette partie-là de nécessité d'enregistrer constamment en mémoire quelques secondes d'action, etc., et d'animation, donc ça prenait de la ressource, et constamment, cette zone mémoire était constamment réécrite. Mais le souci, c'est que cette zone-là devait pas prendre trop de place, puisqu'il fallait laisser la place pour le jeu, quoi. Donc c'était un vrai challenge, et c'est un truc que Patrice Désilets aimait bien, parce que au moment où justement il avait vu avec ses développeurs, il aimait bien ce côté défi.
Genre, il est pas tombé sur des développeurs qui lui ont dit non, c'est pas possible, c'est trop compliqué, on laisse tomber. Il est tombé, voilà, ils ont lancé ce défi-là, et ils se sont donné ce défi-là, et ils l'ont vraiment bien réussi, et ça, c'est plutôt à leur honneur. Mais après, je pense que ça n'a pas été de tourpeau, et qu'effectivement, c'était un truc assez ambitieux, et Tu as raison, c'est qu'à partir du moment où ils se sont rendus compte que toutes les billes marketing, etc., étaient mis sur leur jeu, je pense qu'il y a eu du crunch à outrance pour sortir le jeu en temps et en heure. Et notamment, puisque comme tu le dis, la PlayStation 2 avait une architecture très particulière. Donc ils devaient vraiment développer deux jeux, en tout cas deux moteurs un peu différents entre le PC et la PlayStation. Ça devait être assez compliqué hein, de faire des trucs qui doivent fonctionner un peu comme sur les deux trucs. oui, bah faut bien voir que la PlayStation 2, on n'était pas encore dans cette ère où les consoles ont des architectures, où sont des mini PC prêts à brancher. À l'époque, les consoles, effectivement, comme les NES et Super NES et autres, hein, avaient des architectures particulières avec des processeurs particuliers qui fonctionnaient d'une certaine façon, qui faisaient que on codait pour une console, c'était pas du tout la même chose que de développer pour un ordinateur ou quoi que ce soit. Et donc, effectivement, il y avait beaucoup plus de contraintes liées aux limitations techniques. Et c'était un challenge aussi de réussir à faire ce qu'on ambitionnait avec ça. Donc non, plutôt un beau succès, une belle réussite. Un jeu qui sort quand même en bon état, si ce n'est sur PC où il y avait a priori pas mal de bugs justement. Mais ouais, un jeu plutôt bien reçu. Effectivement, à ce moment-là, donc Prince of Persia décolle et sortira quelques mois plus tard sur GameCube et sur Xbox aussi, je crois. Et voilà, et effectivement, c'est le succès pour Ubisoft qui, du coup, dans cette foulée-là, va continuer d'exploiter Prince of Persia avec ses équipes de Montréal. Et donc pour combien de titres ensuite? Ah bah, alors, Vault, c'est ça? l'idée des Sables du Temps derrière va être de faire une trilogie. Ça, c'était prévu. Toujours avec la question du sable hein, et du retour dans le temps. C'est ça. Et ensuite, effectivement, il était prévu de conserver la licence et de recréer quelque chose. Et donc en fait à ce moment-là, chez Ubisoft, ça va se séparer en gros en deux équipes. Une équipe réduite qui va travailler un peu sur les concepts et les idées pour un nouveau Prince of Persia. Et à côté de ça, le reste des équipes, et notamment les équipes techniques, etc., elles vont continuer à travailler sur l'épisode 2 et 3, qui vont être non seulement le moyen de faire ce qui n'avait pas pu être fait dans le premier Sable du Temps, et va être aussi un peu un petit terrain de jeu qui, je pense, va permettre d'expérimenter des choses pour la création de cet autre Prince of Persia qui s'avérera devenir Assassin's Creed, qui s'appelait Prince of Persia Assassin, qui s'avérera devenir Assassin's Creed plus tard. Ah, il s'appelait Prince of Persia Assassin? Oui. Ah ouais, Oui. La filiation est vraiment directe. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les recherches de Patrice Désilets, il est tombé sur des infos sur les sociétés secrètes de l'époque, etc. Machin. Et en fait, il s'est pris d'attrait pour ce truc, il trouvait ça fascinant, donc il a creusé, etc. Et donc, effectivement, il est tombé sur les sociétés secrètes des assassins et tout. Il s'est dit, mais c'est trop cool, moi je veux ça pour mon Prince of Persia. Sauf que dans Assassin's Creed, ils fument pas du hashish, il me semble. Non. Effectivement. Ah ouais. D'accord. Effectivement, c'était pas pour tout public, ça marchait pas. Pourtant, le hashish... Donc tuer des gens, ça c'est pour tout public, mais alors fumer du hashish, c'est pas pour tout public. Exactement. Ouais, Eh bien oui. c'est quand même fou. Bah non. C'est des priorités. Ouais. Donc on arrive sur un deuxième épisode. Ouais. Lilith, est-ce que tu peux nous en dire plus? Non, mais je peux vous donner des anecdotes sur le premier, par contre, sur celui d'avant, Ah, vas-y, on que t'écoute. j'ai pas encore dites. Pour le Prince of Persia et le Sable du Temps, alors le prince a été conçu, pour animer le prince, il était conçu comme un ninja de Perse, parce que l'équipe de développement a visionné Tigre et Dragon, et plein de films d'action avec Jet Li, et des documentaires sur la capoeira. Donc si jamais vous trouvez que le prince donne des coups de pied façon capoeira à un moment donné, ça vient de ça. Et ils ont visionné, ils ont aussi étudié d'autres jeux vidéo, comme Shinobi, alors je suis désolée si je prononce mal après, Inomusha Warlords, Devil May Cry, Tomb Raider. Et ça a permis du coup d'influencer un peu plus les niveaux visuels et scénaristiques du jeu. Et l'équipe a aussi lu Les Mille et Une Nuits,
pour pouvoir et visionner plein de films hollywoodiens pour cerner un peu les clichés qui seraient portés au thème de la Perse. Ouais, d'ailleurs, Chacha l'évoquait au début, effectivement, on est sur un jeu qui quand même crée beaucoup plus de contexte, on a plus de cinématiques aussi, etc. On a une histoire un peu plus écrite, un peu plus concrète, entre guillemets. Et ouais, là on est vraiment placé au niveau de l'univers dans une Perse, dans un environnement et un tout qui en tout cas sonne très oriental. Et il n'hésite pas quand même à effectivement commencer à placer deux factions l'une contre l'autre, deux cultures qui s'opposent. Enfin, c'est voilà, il y a un effort d'écriture supplémentaire à ce niveau-là pour essayer de contextualiser un peu le jeu, qui va l'aider à l'ancrer un peu plus dans sa propre réalité, je pense. Après, très oriental, c'est très oriental vu des Occidents. Hein. Il manque le génie, si tu veux. Mais sinon, c'est quand même... non, mais tu vois ce que je veux dire. On a le vizir, c'est pas mal déjà. On a Jafar, ça passe. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que il y a jamais de génie dans les Prince of Persia. Même celui sur mobile avec les femmes du harem, ça on les a, les nanas du harem, mais les autres, non. Les génies, que dalle, quoi. Et si je voulais aussi mentionner Stuart Chatwood, qui était donc à la musique du jeu, et qui a fait un super boulot. Vraiment, les musiques de Sable du Temps sont très très chouettes, assez mémorables. Généralement, les joueurs qui ont joué s'en souviennent. Et voilà, un côté un peu pop, un peu dynamique. Il y a même des phases un peu avec une petite guitare électrique, etc. Tout en gardant ces espèces un peu de sonorité orientale qui vont vraiment servir l'immersion au sein de cet univers fictif. Et donc voilà, je tenais à le mentionner parce que vraiment, moi j'aime beaucoup et c'est des musiques, c'est les OST que je peux réécouter régulièrement et notamment celle des Sables du Temps. Et alors du coup, est-ce qu'il y en a un de vous qui peut parler de celui qui est sorti en 2004, L'âme du guerrier? Alors, moi je peux en parler parce que L'âme du guerrier, qui est un jeu que j'ai fait à sa sortie sur ma PlayStation 2 flambant neuve. Donc 1 an après quand même, hein. C'est ça? Ouais, 1 an après, ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est un jeu qui a été fait aussi très très vite. Je pense que de toute façon, la Pop Team, durant ces années-là, a énormément bûché et que c'était pas de tourpeau, clairement. Et à mon avis, il devait être rincé à la fin. Mais effectivement, donc un deuxième jeu qui arrive dans la foulée, donc l'avantage c'est qu'il peut reprendre beaucoup de choses qui ont été faites pour le premier, donc on va conserver le même système de plateforme, les mêmes animations, des choses comme ça, et en ajouter des nouvelles. Ils vont donc améliorer le combat, ils vont améliorer le jeu de plateforme pour rendre tout ça un peu plus fluide, on se déplace un peu plus vite sur les poutres, des choses comme ça, bref, plein de petites améliorations qui rendent le gameplay effectivement beaucoup plus agréable et encore plus fluide qu'il ne l'était, sachant qu'il était déjà très très chouette. Et du coup, donc l'âme du guerrier, d'un point de vue gameplay, c'est plutôt une réussite et plutôt quelque chose d'agréable à jouer. Maintenant, l'âme du guerrier a divisé énormément, puisque donc la personne qui reprend le projet, c'est Kevin Guillemette, et c'était donc pareil son premier gros projet, où il a été du coup accompagné quand même de Yanis Mala, le producteur de la série. Et ils sont partis dans un autre pitch, un autre délire, qui s'éloigne énormément du côté oriental du Prince de Perse, pour aller s'aventurer beaucoup plus dans quelque chose proche de la dark fantasy. Et donc le prince est poursuivi par une créature qui s'appelle le Dahaka, et cette créature le poursuit car le prince a modifié la ligne du temps dans le premier épisode. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'effectivement on part du premier pour créer le deuxième, et en soi c'est pas nouveau, on a déjà vu ces façons là de faire dans des comics ou des choses comme ça, avec des protecteurs des lignes du temps qui viennent justement s'occuper quand il y a des soucis de timeline et des choses comme ça. Donc plutôt intéressant, le Dahaka est plutôt bien réussi et fait flipper, ce qui donne lieu en plus à des courses-poursuites, où du coup tu dois bien gérer tes acrobaties, tes esquives de pièges, etc. pour que ça soit fluide et pas te faire rattraper. Et donc le prince décide d'aller sur l'île du temps pour pouvoir annuler la création des sables du temps. Donc son but c'est de se rendre sur l'île du temps, rencontrer l'impératrice du temps, pour pouvoir annuler la création
et faire en sorte du coup que si les sables du temps n'existent pas, le protecteur des sables n'existe pas non plus, et donc il est sauvé entre guillemets. Donc là, on creuse encore plus dans la mécanique autour de la gestion temporelle, ce qui est plutôt cool. Hein. Ouais. Alors le jeu fait ce pari-là à fond. Des fois un peu à ses déboires, et il y a des choses où il faudra pas trop se poser de questions parce que effectivement tu vas vite tomber sur quelques incohérences, etc. Mais le jeu a le mérite de prendre ce risque-là et va en jouer beaucoup. Parce qu'en fait, donc le jeu va nous faire alterner. En gros, une fois arrivé sur l'île du temps, on va explorer. Donc le jeu est fait sous forme de hub. C'est un bon moyen de faire des économies en termes de développement. C'est-à-dire qu'on a une pièce centrale et 4 zones qui vont en dériver. 5 si on compte la salle du trône. Et en fait, on va faire donc des différents passages par ces zones. Et là où le jeu va tricher, enfin va pas tricher, mais va être assez intelligent, c'est qu'en fait, il va nous faire alterner entre 2 époques. Parce que sur l'île du temps, il y a un endroit où on peut aller et qui nous permet de retourner dans le passé à l'époque de la création des sables. Et donc en fait, on va constamment alterner entre ce présent et ce passé pour pouvoir se débloquer. Le souci du présent, c'est qu'il y a le Dahaka, alors que dans le passé, on est serein. Et par contre, dans le passé, il y a l'impératrice du temps. D'accord. Donc voilà. Et donc en fait, le jeu va constamment jouer là-dessus, ce qui fait que, oui, il va y avoir beaucoup d'allers-retours et on va repasser plusieurs fois par les mêmes endroits, mais on va jamais les voir de la même façon, puisqu'on va pas les voir forcément à la même époque. Et en plus, le jeu utilisera autre chose un peu plus tard, pour nous permettre justement de redécouvrir les environnements aussi d'une autre façon. D'accord, ce qui est plutôt pas mal en termes... Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on peut aborder aussi, donc le problème de ça c'est aussi que en termes de level design du coup c'est forcément un peu moins poussé. Et surtout ils ont compris que le combat était plutôt cool à jouer et sympa. Et donc du coup ils en ont profité pour blinder d'ennemis. Ce qui fait que les combats sont très répétitifs et un peu longs. Et ça rend certaines phases de gameplay un peu relou aujourd'hui je pense. Alors quand tu dis répétitif et un peu long, qu'est-ce que tu veux dire par là par exemple, un monstre lambda que tu vas combattre, il va te falloir 8 coups d'épée pour en venir à bout. Et tu enchaînes des combats où il y a une dizaine de personnes. Alors en plus, il y en a certains qui sautent partout, donc tu peux pas leur faire des coups normaux, il faut leur faire des coups spéciaux, etc. Et ils ont mis beaucoup de combats. Il y a des monstres un peu partout, et donc du coup, effectivement, ça amène plus de combats, etc. Donc ça, c'est cool qu'il y ait plus de combats parce qu'ils sont plutôt réussis et sympas à jouer. Mais voilà, il y a des choses où des fois c'est un peu redondant, notamment quand en plus tu reviens sur le même endroit et tu recombats les mêmes. Des fois, c'est pas toujours hyper stimulant. Mais après, en vrai, quand tu joues, ça va. Enfin, moi, c'est en revoyant, en me renseignant un peu aujourd'hui, en y rejouant un peu, etc., qu'il y avait des choses qui aujourd'hui m'ont gonflé un peu. Quand j'étais gamin, voilà, il n'y a pas de souci, je l'ai fait le jeu et je l'ai adoré. Et Jordan Mechner, il en a pensé quoi de cet épisode? Est-ce qu'il était encore là ou pas? Alors Jordan Mechner, lui, était plus impliqué justement dans l'autre Prince of Persia. Je pense qu'il faisait partie des réflexions sur l'autre Prince of Persia, Prince of Persia Assassin, même si à ce moment-là, je sais pas s'il s'appelait déjà comme ça ou pas. Et donc Jordan Mechner était beaucoup moins impliqué dans celui-ci. Et donc celui-ci, moi je le soupçonne, alors après c'est purement mon interprétation, d'être fortement influencé notamment par Yanis Mala. Parce que le jeu, en fait, comme j'ai dit, il se tourne vers la dark fantasy. D'un coup, la musique, c'est du heavy metal, et on a un prince complètement bourru, qui n'hésite pas à être violent, qui tue sans aucun scrupule, des femmes hyper sexualisées au point que c'en est ridicule, mais vraiment c'est très très ridicule. Et d'autant plus qu'elles sont sexualisées, mais pour le coup, sans avoir un... Enfin, c'est sexualisé en cuir et compagnie. On n'est pas du tout sur un érotisme qui serait un peu oriental, du genre Jasmine dans Aladdin. Non, pas du tout. L'île du temps, elle pourrait être en Europe, que ça te choquerait pas. Enfin, j'exagère un peu, mais on est très très loin de la Perse et justement de ce côté oriental qui faisait un peu la force des sables du temps. Et c'est pour ça aussi que ça a dérouté. Donc il avait un côté très... en fait, il a un côté très... ado de 13 ans, quoi. En mode ouais vas-y trop bien, trop cool, je vois un peu les nichons et puis c'est super et puis il y a du sang quand je tue et puis oh là là c'est trop bien. Voilà, il a un peu ce côté là et c'est vraiment dommage parce qu'à côté il a d'autres qualités et vraiment ces jeux sur le temps justement, les environnements et tout, il y a des choses vraiment chouettes mais qui sont aussi noyées dans cette espèce de truc qui sont un peu le marketing cynique, tu vois.
Et c'est un peu dommage. Bah, en même temps, un an pour faire un jeu, tu vas à ce qui semble être l'essentiel, hein, et là, effectivement, si tu changes de mecs qui sont derrière et qui ont un peu envie de faire partager leur ambition, leur amour peut-être d'une image un peu orientale, pour le remplacer par quelque chose qui va directement aller chercher les joueurs, c'est clair que moi, tu me mets des nanas en cuir avec des boobs et sur une musique heavy metal, je vais me dire que ça peut m'intéresser si j'ai 13 ans, quoi. Je pense clairement que c'est l'idée derrière, et alors là, une fois encore, c'est mon interprétation, mais je soupçonne du coup fortement que Kevin Guillemette, étant son premier projet où il avait un peu le truc en main, n'a pas trop osé justement s'imposer, savait peut-être pas trop non plus comment faire, et du coup, je soupçonne beaucoup des choix d'avoir été plus poussés par l'équipe marketing ou le producteur, plus que par Oui, les créateurs du jeu. alors après, là, il y a eu les scandales chez Ubisoft qui ont toujours parlé de ce côté un peu très masculin, où on fait des blagues graveleuses, on harcèle certaines collègues, etc. Je me demande si, tu vois, à l'époque, c'est un studio assez récent, ils sont tous jeunes, etc. C'est pas à ce moment-là, maintenant, que cette ambiance un peu chelou d'ado de 13 ans, etc., a commencé à s'implanter et a commencé donc à faire ce qui est devenu le scandale d'Ubisoft de ces dernières années, en fait. C'est tout à fait possible. Après, on n'en sait rien. C'est des choses que, pour l'instant, dont on n'a pas vraiment de fuite. Mais pour information, Yanis Mala fait partie de ceux qui, effectivement, ont été virés d'Ubisoft pour harcèlement moral Là, c'est bien pour ça que je dis ça, ouais. et notamment... Et agression sexuelle aussi, voilà, non? pour pouvoir faire du sexisme très prononcé au travail. Et c'est pour ça, du coup, que j'appuie un peu cette théorie-là. C'est notamment grâce à ces révélations. Après, une fois encore, c'est de la théorie et j'en sais rien et je veux pas l'accuser forcément des choix. Mais voilà, ça sent ça. Et effectivement, cette partie-là a énormément déplu à la critique. Mais par contre, comme on pouvait le prévoir, a plutôt plu aux gamins de 13 ans du monde entier, puisque donc le jeu c'est plutôt bien vendu, et effectivement cette suite s'est plutôt bien passée, et le nouveau gameplay a été plutôt bien accueilli, et les innovations en scénario aussi, malgré leurs éventuelles incohérences, un peu incohérentes. Cela dit, hein, juste pour faire un petit parallèle, c'est pas parce que, ça veut pas forcément dire que c'est ça qui expliquerait les questions de harcèlement chez Ubisoft. Hein. Je pense que on était aussi à la fin des années 90, au début des années 2000, la question était pas forcément entièrement soulevée. Pour prendre un exemple, Chris Avellone, qui est un scénariste qui a participé à des grands jeux comme Torment ou comme peut-être que tu vas me contredire, Ordos, mais il a dû participer à l'écriture d'une partie de Baldur's Gate 2, sont pas des jeux qui demandent à avoir des boobs avec du cuir, et pourtant il a été accusé récemment de harcèlement. Donc c'est des choses qui sont en train de revenir en ce moment, parce que c'est le milieu qui est comme ça, je pense. Oui, tout à fait. Après, effectivement, le fait que le producteur principal de la série ait fait partie justement de ces gens-là accusés de ce comportement abusif, à ce moment-là, reprend les rênes du jeu avec un nouveau directeur qui est pas débutant, mais où c'est sa première responsabilité prise en main aussi. Enfin, voilà, c'est pas impossible qu'il y ait des choix dans le jeu qui s'expliquent aussi par peut-être une présence un peu accrue de ce producteur qui visiblement a des comportements problématiques. Après, voilà, on n'a aucune information, aucune source là-dessus, et c'est purement mon interprétation et mes suppositions au vu de la situation Oui, actuelle. c'est ça. La supposition, c'est quand même que tu as un studio qui est assez récent, très jeune. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec l'écriture de The Witcher 2, en fait, où les scénaristes de The Witcher 2 sont revenus un peu sur cet opus-là en disant oui, on était jeunes, c'était un peu nos premiers métiers, on pensait qu'on pouvait tout faire, etc. Et c'est le côté un studio très masculin, en fait, où t'as pas d'équilibre. T'as pas d'équilibre entre les différentes perceptions que tu peux avoir de ta société et du monde. Et du coup, ça te donne des scénarios qui sont vraiment très fantasy 80, quoi. Très, on va te donner du cuir, on va te donner des machins. C'est compliqué, quoi.
Donc voilà, moi je pense qu'aussi c'est la supposition. Après, c'est vrai que nous, je me souviens que ça nous avait un peu surpris, et à tel point que autant le premier, Les Sables du Temps, nous avait charmé, autant celui-là, on l'a. Et pourtant on était métalleux à l'époque, hein, on s'était mis au métal, à écouter de tout ce qui était bien dans la vibe de l'époque, mais je sais pas, ça nous semblait pas juste pour une licence qu'on connaissait depuis très longtemps, quoi. Après, c'était déjà très éloigné aussi de la promesse qui était faite dans le premier. Et effectivement, il lui manquait ce côté qui avait plu, qui était effectivement déjà le prince qui était beaucoup plus attachant dans le premier parce que c'était un jeune qui faisait une boulette parce qu'il savait pas trop ce qu'il faisait, parce qu'il se faisait influencer, parce que lui tout ce qu'il voulait c'était faire ses preuves et voilà. Et par abus d'orgueil et de choses comme ça, il a fait sa boulette et il voulait la rectifier. Et là derrière dans le deuxième épisode, donc ça se passe 7 ans après je crois, un truc comme ça. Et effectivement là on a un prince qui est beaucoup moins aimable, que, comme j'ai dit, qui n'hésite pas à tuer, qui... Il s'est marié entre-temps, c'est ça? Non, il a passé 7 ans à faire des guerres et à être poursuivi par une bête chelou partout, tout le temps. Et je pense que ça l'a rendu un peu greedy, tu vois. Ah, donc tu veux dire que le Dakan, là, le truc, lui court après depuis 7 ans? Ouais. Ah putain, c'est quand même pas cool, hein. Ouais, non, mais il y a ça, et du coup, je pense que... Ben voilà, je pense on est face à... Alors, hein, ça justifie pas tous les choix, mais je pense qu'on est face à un prince qui est complètement tourmenté, désespéré, et voilà, qui a tout perdu. Et, euh, et du coup, effectivement, quand on arrive, on se dit, bah, wow, qu'est-ce qui s'est passé avec mon prince, quoi. À tel point, d'ailleurs, que la voix anglaise a changé pour le prince dans le deuxième épisode. C'est plus Yuri, Yuri, je sais plus comment, qui fait la voix du prince. Alors j'ai plus le nom des acteurs, mais je sais qu'en anglais, dans l'âme du guerrier, effectivement, c'est pas le même doubleur. Et justement, ça a été acclamé parce qu'au moment du troisième, le doubleur du prince du premier épisode revient. Et ça a été plutôt acclamé parce que, bah, mine de rien, ça participait à se dire, ah, on retrouve le prince qu'on a connu. Et il a une voix plus fluette aussi, effectivement. Oui. Enfin voilà, mais donc l'âme du guerrier, un épisode qui a divisé pas mal, notamment les critiques, et qui aujourd'hui est toujours problématique pour sa sexualité. Enfin vraiment, c'en est vraiment ridicule par moment, et on en est, enfin je veux dire, à côté le cul de Miranda dans Mass Effect, c'est pas un problème quoi. On est sur un autre niveau. Tu peux décrire le cul de Miranda dans Mass Effect pour expliquer aux personnes qui n'auraient pas forcément la ref. Bah, Chacha, vu que tu joues et que t'aimes bien le cul de Miranda, tu peux y aller. Alors, oui, comment dire, Mass Effect c'est un jeu de science-fiction, et du coup il y a des scènes de dialogue avec certains personnages du jeu, et du coup la caméra est positionnée derrière le personnage féminin qui s'appelle Miranda, et qui est dans une tenue, parce qu'on est dans la galaxie, donc faut imaginer les tenues un peu moulantes, et la caméra a fait le choix de se mettre vraiment derrière son postérieur pour le mettre en valeur. Et pour affirmer toutes les capacités technologiques de la PlayStation 3 au moment où c'est sorti. Et donc c'est effectivement assez ridicule et assez malvenu, surtout que autant si ça vient dans une scène où à un moment il y a un échange, parce que dans le jeu tu peux draguer, etc. Et effectivement il y a des scènes, si tu gères bien tes dialogues, etc., où tu peux te retrouver à effectivement rentrer un peu plus dans ce type d'échange, et donc là, mettons, ça aurait pu faire sens. Mais effectivement, c'est parfaitement gratuit dans des scènes, c'est fait un peu partout, et surtout à des moments qui n'ont aucun rapport, et où du coup la sexualisation de ce personnage-là n'a aucun sens. Et donc les développeurs ont dit de toute façon que ces trucs-là, ça leur avait été demandé et qu'eux voulaient pas spécialement les faire. Et donc là, aujourd'hui, ils sont en train de préparer ce qu'ils ont appelé la Legendary Edition, qui sont en gros des remakes des 3 Mass Effect, dans lequel ils ont déclaré justement qu'ils avaient supprimé une bonne partie de ces plans-là parce qu'ils servaient pas l'histoire et parce qu'ils voulaient pas les mettre et qu'ils avaient aucun sens. Et là-dessus, ça réagit sur Internet en disant oh là là, ils font n'importe quoi, ils vont dénaturer le jeu, tout le tralala, alors que en fait pas du tout. Est-ce que du coup le côté sexy du jeu de la princesse, est-ce qu'on pourrait lier ça au fantasme de l'Orient, ou au fantasme qu'avaient les voyageurs sur les différents pays d'Orient qui visitaient
au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle? Franchement, on est assez loin de la courtisane orientale typique, tu vois. On se retrouve... Enfin, je te dis, là, on a vraiment basculé. T'as déjà vu un peu des fanarts, un peu, de personnes sur Internet qui font de la dark fantasy ou des trucs comme ça, et où du coup, tu te retrouves avec une nana qui a juste du cuir et du métal noir sur elle pour cacher ses seins et qui fait un genre de string autour de son cul, tu vois. Et ben ça c'est un vrai perso, ça c'est le premier perso féminin du jeu que tu rencontres. Et le premier plan, au début tu la vois de loin, et le deuxième plan, il est collé à son cul qui monte des marches, tu vois. On est à ce niveau-là, et le jeu a démarré depuis 2 minutes, enfin c'est... Non, non, et on est très loin, donc je te dis, on est très loin de l'Orient, c'est pas du tout ce côté sexy oriental qu'on pouvait imaginer, non, c'est pas du tout ça. Là je te dis, on tape dans un truc beaucoup plus sombre, déjà dans les couleurs, etc. Mais même on a ce côté très, je te dis, dark fantasy un peu. Et puis cette sexualité juste gratuite, quoi. Je te dis, elle en est à un point qu'elle est ridicule. Enfin, et elle n'apporte rien, elle sert à rien. Enfin, vraiment, Ok. aucun sens, quoi. Et donc, du coup, effectivement, ce jeu se termine bien, puisque le prince, en gros, le petit twist du jeu, c'est qu'à la moitié du jeu, on affronte l'impératrice du temps, et on réussit à la battre. Et en fait, en la tuant, l'impératrice libère les sables. Parce qu'en fait, l'impératrice est les sables du temps. Et donc en fait, les sables du temps sont créés avec sa mort. Donc en fait, on est à l'origine du truc qui fait que... Voilà. Et donc du coup, il se rend compte, il retourne dans le présent, il se fait toujours poursuivre, et là il se dit, merde, ça s'est pas très bien passé. Et effectivement, et en fait là-dessus, il tombe sur donc quelque chose qui était un peu amené au début du jeu par une discussion avec un autre personnage. Mais en gros, il va tomber sur un objet qui permet de retourner dans le temps. Donc c'est un masque qu'il va pouvoir revêtir et qui va lui permettre de remonter dans le temps. Et donc en fait, il va remonter dans le temps. Et donc réussir à retourner voir l'impératrice du temps, et à cette fois-ci la convaincre de ne pas se combattre, et de retourner avec lui dans le présent. Parce que si l'impératrice du coup ne meurt pas, les sables du temps ne sont pas créés sous forme de sablier, etc., et donc n'existent pas dans la période entre les deux voyages temporels. Et donc effectivement, ça ils réussissent à le faire, et donc ils affrontent le Dahaka quand même à la fin du jeu, et tu rentres à Babylone avec l'impératrice du temps à tes côtés. Et donc on achève un épisode de Prince of Persia en beauté. Et oui. Et on enchaîne avec Prince of Persia, donc l'année suivante encore, ils ont vraiment enchaîné les opus à ce moment-là. On a enchaîné en 2005 avec Prince of Persia, les deux royaumes. Et est-ce que du coup vous pouvez nous présenter celui-là aussi? Eh bien les Prince of Persia, donc les deux royaumes, vient conclure un peu cette trilogie des sables. Et quel moyen de conclure en revenant un peu aux sources, pour les deux sens du terme, parce que non seulement donc le prince revient à Babylone, qu'on comprend être la capitale de son royaume. What? Voilà. Donc là, la fidélité historique, tu te la mets où je pense. Va te faire foutre. Donc le prince de Perse est en fait un prince de Mésopotamie. C'est un peu ça. Le twist est dinguissime. Ah, c'est inattendu. Hein. Non, alors est-ce que ça faisait juste un chouette décor à exploiter? Je sais pas, mais voilà. Il s'avère que dans le jeu, on retourne à Babylone. Et effectivement, pour le prince, c'est l'occasion de revenir en tant que prince, enfin, libéré de ses ennuis avec les sables du temps, afin de justement régner sur son royaume. Et évidemment, vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu, puisque à son retour, donc les sables du temps n'ont pas été créés, et du coup, le vizir ne s'est pas allié avec le Maharaja pour récupérer les objets du temps, etc. Machin. Et là, en fait, du coup, il a poussé le Maharaja à justement aller envahir la Perse, à l'inverse de l'épisode 1, où justement il était dans les deux camps pour forcer la Perse à envahir l'Inde. Bien, là, il a joué le coup inverse. Et en fait, à son arrivée justement à Babylone, etc., donc le prince arrive, et il s'avère qu'il trouve l'impératrice du temps, que le vizir va
Il va kidnapper, du coup, récupérer, et il va la tuer dans le but de libérer les sables du temps et de lui devenir immortel. Donc lui, en fait, va devenir une espèce de créature des sables, mais qui va être, du coup, résistante à tout, etc., machin, enfin bref, il a un peu réussi son plan. Et donc, du coup, il a libéré les sables du temps dans la cité. Cette fois-ci, tout le monde n'est pas infecté, hein, seulement à peu près la moitié de la cité. Et surtout, donc petit twist, donc après la mort de l'impératrice du temps, le prince est aussi infecté en partie par les sables du temps. Et ça va donner lieu à un chouette outil de narration qui va être en fait un dédoublement de personnalité du prince. Et va y avoir ce conflit intérieur au sein même de l'esprit du prince. Donc on va avoir notre prince de Perse. On retrouve un petit peu la logique du prince, du double du prince qui existait dans le tout premier Prince of Persia en fait. Effectivement, ouais. C'est vrai, effectivement. Et à côté de ça aussi, ça permet de pallier plusieurs choses, parce qu'en fait, dans le premier jeu, par exemple, on passait beaucoup de temps avec Pharah. Et donc du coup, il y avait les phases de dialogue avec Pharah qui aidaient à faire avancer l'histoire et à tenir en haleine pendant les phases de plateforme et ce genre de choses. Et dans l'âme du guerrier, non. L'âme du guerrier, ton prince est tout seul et fait tout seul. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de phases un peu solitaires, sans dialogue, sans rien. Et en fait, ça crée une atmosphère un peu particulière au jeu, et ça pouvait aussi ennuyer un peu, ça manquait un peu de narration diluée comme ça au fil aussi du gameplay. Et donc là, grâce à ça, on va retrouver cet aspect-là quand le prince est tout seul. En fait, il ne l'est jamais vraiment, parce qu'il a cette double personnalité avec laquelle il va échanger. Et en fait, cette double personnalité est un prince qui est donc très égoïste, arrogant, qui se fout de tuer ou pas, etc. Bref, on retrouve un petit peu... Le prince du 2, quoi. Ouais, un peu, même s'il n'y a pas ce côté sombre, bourru, il y a quand même ce côté... ce côté je fais tout que pour ma gueule et point barre. Et à l'inverse, sinon, on va retrouver donc notre prince normal, qui va avoir un caractère quand même beaucoup plus proche de ce qu'il avait à la fin des Sables du Temps. Donc un prince, un petit peu orgueilleux, mais qui veut bien faire, qui a un bon fond, et qui va s'améliorer au contact de Pharah. Car oui, dans les deux royaumes, c'est le grand retour de Pharah, qui cette fois-ci n'est pas la femme du Maharaja esclave, mais qui est une guerrière chevronnée, qui venait aussi envahir la cité avant qu'elle ne se transforme en royaume de créatures de sable. Est-ce que ce dédoublement de personnalité du prince, c'est pas un peu à l'image du désinvestissement de Jordan Mechner? Alors, ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il est aussi impliqué sur celui-là qu'il a été sur par exemple, sur la Sable du Temps ou Alors justement, j'ai pas vu beaucoup de traces de son implication dans celui-ci, donc je soupçonne qu'il ne l'ait pas trop été, et qu'à ce moment-là, il se soit même un peu écarté de la licence, pendant qu'Ubisoft se cherchait sur les autres, sur l'éventuel renouveau plus tard. Donc voilà, je pourrais pas donner d'infos vraiment sur Mechner à ce moment-là. Par contre, effectivement, je trouve qu'elle représente bien, en tout cas au moins la partie Sable du Temps, avec effectivement ces deux versions du prince. Un coup, ce prince très aimable, enfin voilà, on a envie d'aimer ce prince malgré ses défauts qui sont plus des erreurs un peu de jeunesse et d'adolescent, plus que vraiment le fait d'être quelqu'un de désagréable. Alors que dans le 2, il est parfaitement antipathique et assez insensible. Il ne se soucie que de son futur, et voilà, et donc du coup ça le rend effectivement beaucoup plus antipathique. Et là on retrouve en fait cette dualité entre les deux, et c'est plutôt intéressant parce qu'en fait au travers de ça, donc ça va se traduire aussi par un peu du foutage de gueule Prince des Sables, parce que le prince va interagir avec Pharah, etc., machin, et le prince des sables derrière va se foutre de lui et tenter de le forcer un peu, l'influencer un peu à partir vers des choix égoïstes, là où le prince petit à petit va se rendre compte que non, et qu'il il est prince en fait, et qu'il est destiné à devenir roi, et que il y a des fois il faudrait qu'il aide son peuple en fait. C'est beau. Et donc du coup il y a des choses comme ça qui reviennent dans le jeu et qui sont plutôt pertinentes au niveau du développement du prince. Donc ça c'est vraiment plutôt chouette.
Et puis la réintroduction de Farah marche très très bien avec ce truc le prince la connaît à fond et fait même des allusions à ce qui s'est passé. Et elle, bah, ne sait pas, ne connaît pas du tout, donc ne comprend pas. Enfin, et ça va jouer beaucoup là-dessus et c'est plutôt astucieusement fait et ça rend un jeu plutôt sympa et le gameplay change assez. Ouais, je voulais un peu parler du gameplay parce que il y a des niveaux au tout début avec notamment des poutres qui me font vachement penser au deuxième niveau dans les égouts de Prince of Persia 3D. Donc ça, je suis assez content de voir des choses qui pourraient y ressembler, mais je pense que c'est juste peut-être une petite erreur de mécanique, enfin comment dire, d'environnement du jeu. Et puis Après, c'est un jeu qui a été encore développé en un an, hein, donc il faut aussi il y a du recyclage. c'est ça, et il y a ces fameuses courses de chars et Mais il y en a deux. je ne sais pas quoi en faire. Il y en a deux. elles sont très vite expédiées et on sait pas trop à quoi elles servent, mais elles sont là. Bah, elles ont servi à vendre le jeu. Ouais, alors après, je pense que c'est typiquement le genre de truc que. Ah ouais, ça serait cool si on faisait ça. Tu vois, dans ce côté un peu Hollywood, grand spectacle, péplum, tu vois. Et en fait, c'est le truc de. On n'a pas eu le temps d'en mettre. Quoi. Ah, mais clairement. On a eu le temps d'en faire deux et voilà. Mais clairement, tu vois. Ouais. Il y a deux courses de chars, on est à Babylone, on voit la tour de Babel au loin, c'est-à-dire quand même que, enfin, on essayait de nous donner un côté historique au tout début, au premier épisode de ce reboot de Ubisoft, et puis là, je pense que Ubisoft nous dit ouais, rien à foutre. C'est un prétexte d'environnement. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont envie de faire un truc cool dans une sorte de Mésopotamie fantasmée, et ben voilà quoi. Bah, l'idée aussi, je pense. Non mais on a vu que la rigueur historique c'était pas leur truc non plus. Hein. On a vu que la Perse pour eux c'est quelque chose qui est assez vague quoi. Mais c'est bien finalement. Je pense qu'il y avait une volonté aussi de vouloir faire varier les environnements. Ah mais c'est évident. Parce que effectivement, il y a des designs architecturaux, etc., qui ont déjà été exploités dans le 1, d'autres qui ont été exploités dans le 2. Et donc effectivement, je pense que la liberté vient de là aussi, c'était de leur permettre de pouvoir créer un nouvel environnement pour justement marquer un peu plus cet épisode. Le souci, c'est que beaucoup se ressemblent et que le jeu est un peu moins marquant. Si on se réfère au poncif des films d'aventure ou du jeu d'aventure comme ceux de Tomb Raider, une des caractéristiques qui revient tout le temps, c'est justement le voyage. Or, quand tu t'appelles le prince de Perse, a priori, on estime que tu vas pas beaucoup voyager. Donc, effectivement, il y a quand même cette volonté de dépayser les gens qui vont y jouer en montrant peut-être des environnements un peu différents. Ça dépend, parce que tu peux être prince de Perse ou je sais pas quoi, tu peux partir en exil et revenir... T'es un héros, donc t'as pu faire des voyages. Oui, dans ce cas-là, t'es plus vraiment prince. Oui, mais c'est ce qui s'est passé quand même dans Prince of Persia 2, je te parle de celui des années 90, où vraiment tu vas voyager dans plein de niveaux, tout est prétexte à créer des nouveaux niveaux, et ensuite revenir. Là, c'est marrant que dans les deux royaumes, ils aient décidé de faire des trucs... what the fuck, on dit qu'on est à Babylone, machin truc, alors que vraiment, le socle de départ de celui de 2004, c'était... tous les niveaux sont faits à l'intérieur du palais en fait. On est dans un univers qui est cohérent. On est un jeu de plateforme, mais tu vas pas avoir le. Oui, mais on est dans le palais du Maharaja, donc déjà on est dans un palais d'Inde. Ouais. Oui, mais là t'as un... Et après c'est jamais mentionné. Ils appellent ça la Perse. Si tu regardes effectivement, il y a peut-être une période de l'histoire où Babylone a pu être conquise par les Perses. Exact. J'en sais rien. Exact. Ça a été dans l'empire dans l'empire de Darius et de Xerxès. Mais du coup, comme on est censé être au Moyen-Âge pour l'Empire de Perse, eh ben, ça peut poser problème. Mais en même temps, Atreide, tu viens de donner raison au film de 2010, tu vois? Parce que clairement, le film de 2010 commence en nous donnant une carte qui est l'extension maximale de l'Empire perse des Achéménides dont j'ai parlé la dernière fois. Donc en fait, peut-être que finalement, l'idée qui serait derrière le prince de Perse, c'est que c'est en fait une Perse qui est la Perse des Achéménides, mais les Achéménides n'auraient jamais été battus ni par les Grecs, ni par Alexandre le Grand, et du coup auraient continué à exister en tant qu'empire jusqu'à arriver au Moyen-Âge. Ce qui expliquerait... Et d'ailleurs, c'est peut-être ça, tout ce qu'il y a derrière l'idée des Sables du Temps, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un autre univers. Et nous, dans notre univers à nous, il n'y a plus de Sables du Temps, et du coup, ça a périclité. Ouais, c'est ça, en fait. Bah voilà.
Bon bah... Il serait peut-être temps de parler du film, du coup, vu qu'il est... On a fini le Historiquement, podcast, du coup. il Bon, est... je pense il est qu'on bon. on a plutôt fini le podcast. Voilà, bonne soirée. Mais c'est pour ça que c'est trop bien, les retours dans le temps, tu peux créer des... Enfin, chaque retour dans le temps Tu peux jouer beaucoup avec. exige la création d'un monde parallèle et puis des tas de twists. Donc on espère que les gens nous auront écoutés jusqu'à ce moment final du podcast pour entendre ce twist. En tous les cas, a priori, dans cette version-là, Babylone existe encore en tant que grande ville, et c'est la ville du Oui, prince tout à fait. de Perse. Ce fait. qui est... Surprenant, on est d'accord. Mais du coup, ça donne lieu à certains environnements plutôt chouettes, d'autres un peu moins, parce qu'on est quand même au milieu d'une ville en ruine et, qui vient de se faire attaquer. Donc il y a des zones un peu répétées, etc., un peu faciles, mais il y a aussi des zones très très chouettes. Il y a des combats contre des golems dans des arènes, et surtout il y a de l'infiltration. Parce que donc, notre prince est un vagabond qui cherche à s'infiltrer au milieu de sa cité envahie pour retrouver le vizir. Et donc du coup, ça va donner lieu à des phases où on va pouvoir attaquer dans le dos. Et en fait, ça va donner lieu à une espèce de cinématique où la dague va briller par moment. Il va falloir appuyer sur le bon bouton. C'est du QTE un peu, Quick Time Event. C'est donc appuyer sur un bouton à un moment donné quand c'est donné dans une cinématique. Et selon le type d'ennemi, on va avoir plus ou moins de coups à donner. Et donc en fait, on a un prince de Perse qui est plutôt faible. Par contre, si nous sommes dans une phase, parce qu'en fait le jeu a des phases où on est prince normal et d'autres on est un prince transformé en prince des sables. Et quand on est le prince des sables, là d'un coup les combats deviennent beaucoup plus nerveux. On a une grosse chaîne cloutée disponible pour trancher tout le monde, etc. Et là d'un coup les combats deviennent beaucoup plus cool à jouer. Et en fait le joueur devient un peu vit un peu ce que subit le prince, c'est-à-dire il a ce côté grisant du pouvoir des sables, qui rend les combats hyper cool, beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus simples, même tu peux te déplacer dans plus d'environnements, etc. Grâce à la chaîne, tu peux t'accrocher à plus de choses et tout. Enfin, donc on trouve ce côté grisant au Prince des Sables, là où le Prince normal est beaucoup plus limité. Mais après, le Prince, ça va avec sa contrepartie aussi, qui est le plaisir de tuer sans s'en soucier, etc. Là où le Prince va beaucoup plus s'infiltrer, on va pas forcément tuer tous les ennemis s'il n'y a pas besoin, etc. Et là, on voit les prémices de Prince of Persia, et je soupçonne du coup ce truc-là d'être un coup d'essai pour éventuellement les phases d'infiltration qui au final n'ont pas forcément été ajoutées dans le premier Assassin's Creed, mais voilà, je soupçonne qu'il y avait des idées justement de ce truc de s'infiltrer, etc. Et qu'ils ont repris ces idées-là pour tenter des choses dans cet opus de Prince of Persia. Ouais. Ce que t'appelles les phases d'infiltration, parce que pour le coup, j'ai l'impression que moi j'ai le souvenir dans le premier Prince of Persia que t'avais des phases d'infiltration au moment où t'es à Masyaf. C'est vraiment au tout début du jeu où t'essaies quand même de... je sais plus ce que c'est les missions. La mission c'est. Dans quel Prince of Persia tu parles? Pardon, d'Assassin's Creed. Putain, je dis Prince of Persia. Ah oui. Dans le premier Assassin's Creed, t'as quand même des phases de. Non, mais c'est des phases où tu vas écouter d'abord, etc. Tu vas devoir passer derrière et tout. Et c'est pas ça les phases d'infiltration. Je pense que c'était. T'as les assassinats, la lame secrète, etc. Et en fait, je pense que c'est des ébauches de ce truc-là qu'on retrouve dans Prince of Persia. Et où effectivement ça leur permettait de se décider, où au final pour prendre Assassin's Creed ils ont choisi un coup unique, qui je pense était pour la fluidité du jeu, etc. Mais dans Prince of Persia, effectivement, selon les types d'ennemis, etc., la façon d'assassiner est pas pareille, et plus ou moins longue, avec plus ou moins de quick time event, pas les mêmes animations. Selon l'angle aussi où tu prends le personnage, t'as pas les mêmes animations pour le tuer, etc. Enfin, et je pense vraiment que c'est un coup d'essai avant d'arriver à ce qu'a servi pour Assassin's Creed. Et donc voilà, et donc du coup cet épisode conclut la saga pas trop mal, avec un prince qui, voilà, à la fin combat le vizir, tue enfin le vizir, et les sables du temps voilà, sont maintenant dispersés. Et voilà, c'est de l'histoire ancienne, on termine sur une happy end, et voilà, et ça se conclut plutôt sur une belle fin avec Farah et notre prince qui a reconquis sa cité, et voilà. Une fin satisfaisante. C'est beau tout ça. Mais bon, on n'est toujours pas arrivé au film, et on est déjà à plus d'une heure de podcast. Eh ben on va enchaîner sur le film, mais du coup avant d'enchaîner sur le film, il faut quand même aussi enchaîner sur le Prince of Persia des Sables Oubliés qui est sorti en même temps. C'est vrai. À la limite, on peut enchaîner sur le film tout de suite. Comme ça fait le lien Ok. avec les sables du temps, etc. Et moi, Les après, je sables reviendrai oubliés, tu sur veux cette nouvelle opus tenté. On reviendra un peu dans le temps.
pour parler justement de l'opus de 2008 après. D'accord. Ok, donc alors le film Prince of Persia, les Sables du Temps, c'est l'histoire d'un garçon des rues qui va être adopté pour devenir prince, et devenu adulte, il va devoir s'allier avec une princesse pour protéger une dague antique qui est capable de libérer les Sables du Temps, mais sans connaître déjà l'histoire. Alors le film est sorti en 2010, le 26 mai 2010 en France, et il a été réalisé par Mike Newell, qu'on connaît pour Harry Potter la Coupe de Feu, Donnie Brasco, Quête mariage enterrement, mais il a principalement fait des séries et des téléfilms pour la télévision britannique. Au casting, nous avons dans le rôle principal du prince, qui s'appelle Dastan, on verra ce que signifie son nom après. On a Jake Gyllenhaal, qu'on a pu connaître dans Brokeback Mountain, Donnie Darko ou Spider-Man. Et qui est vraiment d'origine iranienne. Là, pour le coup, ils ont pris vraiment le type qu'il fallait pour jouer le prince de Perse. Tu verras, Mike Newell Mike Newell a choisi Jake Gyllenhaal parce qu'il le connaît depuis qu'il est enfant. Et d'après lui, il était né pour incarner Dastan. Et d'après Ben Kingsley, pareil, il voyait personne d'autre que lui pour jouer le rôle d'Astan. C'est vrai que moi non plus, je vois pas qui j'aurais pu mettre à la place. Non, mais il marche pas trop mal. Enfin, il a la tronche, en tout cas, du prince du jeu, etc. Je trouve que, ouais, ça c'est plutôt cohérent comme choix. Et ensuite, dans les autres rôles secondaires, on a Gemma Atherton qui joue la princesse Tamina, qu'on a pu voir dans James Bond, Quantum of Solace, Hansel et Gretel, Tamara Drew. On a Ben Kingsley pour interpréter le rôle de Nizam, qui est le frère du roi. Et on a Alfred Molina dans le rôle de Sheikh Amar, qui est un personnage qu'on rencontrera en cours de l'aventure. Le film est produit par Jerry Bruckheimer, qui était connu à cette époque-là pour avoir fait Les Pirates des Caraïbes. Et pourquoi c'est lui qui est producteur du film? Parce que l'idée au départ de ce film était de créer une autre franchise aussi grosse que celle des Pirates des Caraïbes, et du coup on a fait appel au même producteur pour essayer de lancer une nouvelle grosse production. Et Jordan Mechner, donc le réalisateur, le créateur de Prince of Persia, a lui été consulté pour l'écriture du scénario, ce qui lui a permis, d'après lui, d'apporter des nouvelles intrigues par rapport aux jeux vidéo, qui n'avaient pas dans le jeu. Et pour lui, qui, comme on l'a vu précédemment, était inspiré par des films comme Robin des Bois, Indiana Jones, ça permettait de faire un retour aux sources pour lui. En tout cas, de mettre un pied dans le monde du cinéma, comme il a toujours voulu faire. Et donc, je peux vous donner quelques anecdotes autour du film. Alors, on peut effectivement parler du fait que Dastan est joué par un acteur assez blanc. Le rôle avait au départ été offert à alors j'ai mal prononcé le nom, Hrithik Roshan, qui est un acteur indien. Mais on avait aussi proposé le rôle à Zac Efron et Orlando Bloom. Donc voilà, pour ce qui est de l'image du prince, Ouais, Orlando Bloom, non merci, quoi. Boromir of Persia. Legolas of Persia. Hein? Legolas of Persia, oui. Ah oui, pardon. Je veux voir Alors... Je veux voir Orlando Bloom en prince de Perse, moi. Bah écoute, vas-y. Le voir escalader sur des cailloux qui s'effondrent et tout, mais à fond, quoi. Qu'est-ce qu'on a aussi dans le film? Le film n'a pas eu beaucoup de succès. Apparemment, il a plus rapporté au niveau de ses ventes DVD et Blu-ray. Malgré le fait qu'au départ, il voulait faire une trilogie, ça a jamais vu le jour. Parce que, comme on a pu commencer un peu à l'aborder, le jeu souffrait déjà du succès d'Assassin's Creed. Donc un autre jeu Ubisoft, et c'est Et un très bon film aussi, hein, d'ailleurs. Soit dit en passant. On rappelle que donc le film est sorti en 2010, oui. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'effectivement après la trilogie des Sables du Temps, il s'est passé 3 ans sans nouvelles de Prince of Persia avant un épisode unique en 2008. Sur Nintendo DS. Et après ça... Non, c'est pas celui-là? Non, un Prince of Persia... Non, il y a eu des petits portages à droite à gauche, mais sans vraiment gros jeu Prince of Persia. Ah oui. Et il y a eu un Prince of Persia en 2008, qui, on va revenir dessus tout à l'heure, et en fait après il s'est rien passé non plus, avant 2010. Et donc effectivement la licence revient un peu en 2010, quelques années après, une fois que Assassin's Creed a beaucoup percé aussi. Et du coup, effectivement, je pense que rien que de base, est-ce que le pitch ambiançait beaucoup de personnes? Je suis pas sûr. Du film ou du jeu? Du film, le film en 2010. Après toutes ces années de creux dans les jeux, etc., je suis pas sûr. Que 2 ans, en fait, finalement. Tu veux dire, c'est quoi l'idée de faire un film alors que la licence s'essouffle un peu? C'est un peu le sentiment, c'est qu'effectivement, comme l'épisode de 2008 n'avait pas convaincu, et qu'avant ça, il y avait eu 3 ans un peu sans trop de nouvelles de Prince of Persia, revenir au Sable du Temps, quasiment du coup 5 ans après la sortie de la licence, alors que ça s'écroulait un peu. Voilà, en termes de timing, je sais pas si c'était le meilleur timing, et puis derrière, le film a un peu souffert de son retour critique, le vendant comme un film
Un film. Juste un film. Mais alors justement, le but c'était peut-être de vouloir justement relancer un petit peu l'univers du jeu à travers un film et d'y apporter un souffle nouveau et un attrait qu'on n'avait pas avant, même si on retrouve quand même beaucoup du jeu dans le film. Ce serait pas pour un peu, je sais pas, réveiller la curiosité des joueurs, des gens qui ont joué et éventuellement ceux qui n'ont jamais joué pour les conduire un petit peu vers le jeu. Ah mais je pense que le film était sûrement fait dans cet axe-là, bien que c'était une idée de longue date aussi. Mais je pense que en termes sa sortie aurait beaucoup plus plu si le jeu était sorti en 2004 ou 2005, tu vois. Ouais, mais quelle est la différence fondamentale en fait pourquoi lui il a pas marché alors qu'il essayait de s'inspirer du succès de Pirates des Caraïbes? Qu'est-ce qui change globalement? C'est quoi? C'est le scénar qui est trop compliqué pour un film blockbuster comme ça? C'est la prestation de... Non, c'est que c'est très mal mené, clairement. Enfin, tu passes d'une scène à une autre sans comprendre bien pourquoi est-ce que on va de là à là. Il y a eu quelques soucis de production, etc., qui font qu'effectivement le film va à 100 à l'heure et ne se pose jamais. Il va à 100 à l'heure et puis en plus le prince passe son temps à aller d'un endroit et à revenir dans un autre endroit. Enfin, c'est pénible à regarder, quoi. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de petites scènes, ce qui fait que du coup au visionnage, t'as cette impression que t'as regardé 2h30 de film alors qu'en fait t'en as vu qu'1h15, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont très très vite tout le temps, il y a beaucoup de petites scènes. Et au visionnage, en fait, ça rend l'afflux d'informations, etc., assez énorme. Et ça fait un tout plutôt peu digeste, qui fait que tu peux avoir tendance à décrocher un peu. En plus d'être quand même s'il a des visuels parfois sympas, quand même, mine de rien, il y a quand même des choses un peu inspirées. Il y avait un peu de moyens derrière, ce qui fait que bon, les effets spéciaux, etc., il y en a des chouettes. Même les scènes de combat, les chorégraphies et tout sont pas trop mal foutues. Mais à côté de ça, on a un scénario un peu alambiqué qui, au milieu de scènes qui vont un peu dans tous les sens. Je pense que ça peut s'expliquer par le fait que le Mike Newell ne connaissait pas du tout le jeu vidéo. On lui a proposé le film, il a dit pourquoi pas, et il a engagé un assistant pour jouer au jeu pendant toute l'écriture du scénario et pendant le tournage du film, pour l'aider pour s'en inspirer et pour l'aider à construire le scénario du film. Donc je pense que ça peut expliquer la trame assez décousue, en tout cas le fait que le film soit pas l'air très cohérent dans l'ensemble, quoi. Je pense que c'est effectivement un peu le problème hein, quand t'essaies d'adapter un jeu vidéo et que t'y as pas joué, c'est que tu peux pas facilement calquer 3 jeux qui ont en plus parce que pour finir un jeu quand même faut y passer un certain nombre d'heures, c'est pas juste 2 heures de film max au cinéma, c'est un peu plus dedans que ça, même si tu mets toutes les vidéos les unes à côté des autres, t'as quand même envie de reproduire certains niveaux assez caractéristiques pour donner aux gens qui vont voir ton film un peu le sentiment de s'y retrouver, et puis en fait en général c'est pourri hein. Le pire exemple dans tout ça étant sinon Assassin's Creed, du moins Mario Bros dans les années 80. Ben après c'est très compliqué aussi parce qu'effectivement Prince of Persia c'est un jeu quand même de game feel, enfin de sensations en jeu. Et il arrivait à diluer sa narration tout au long justement de tes aventures de plateforme, etc. Donc oui, ça peut donner des scènes de combat ou d'acrobatie et tout plutôt impressionnantes. Mais après, qu'est-ce qui fait la force de la saga quand c'est pas toi qui fais ces actions impressionnantes? Ouais. Et effectivement, je suis pas sûr que ça soit forcément le plus facile. Et donc Jordan Mechner a écrit un scénario où on retrouve un peu aussi ces trucs qui sont dérivés à la base du cinéma hollywoodien, qui ont été réappliqués au jeu, qui réappliquent là, où on retrouve ce truc du méchant vizir, du traître, machin, truc bidule, qui sont des choses un peu déjà vues aussi. Et tout est assez calculé, et donc accumulé au script et à la mise en scène. Ouais, mais concrètement, c'est pas un problème en fait de réutiliser des tropes d'une certaine forme de narration, parce que tu vois, le truc du méchant vizir, effectivement, c'est dans tous les Prince of Persia, mais c'est aussi dans beaucoup de films d'aventure qui mettent en scène l'Orient, les arabisés, avec son origine qui viendrait des contes des mille et une nuits. C'est pas un problème du tout en fait. Je pense que effectivement c'est pas une mauvaise idée que d'avoir dit qu'il fallait que faire un genre de
succession filmique à ce que donnait Pirates des Caraïbes, parce que pareil, tous les trucs de pirates, c'est aussi galvaudé à mort, le capitaine pirate avec sa jambe de bois, enfin, en fait, c'est des genres qui sont ultra codifiés. Là où ça a pas marché, c'est que justement, et c'est dommage, c'est que on le voit pas assez tout ça. On n'a pas vraiment l'impression d'être dans ce mélange oriental avec ces conceptions des mille et une nuits. Il n'y a pas de génie, comme tu le disais tout à l'heure, Ordos, et ça c'est vraiment quelque chose qui manque. Il y a du sable, il y a la question du temps, mais comme ça va à 2000 à l'heure, c'est... voilà, et puis il y a un discours qui fait que on sait pas trop quoi faire de tout ça, quoi. Non, mais c'est pour ça aussi que je te parlais de script, parce que donc il y a le scénario qui est une chose, qui est l'histoire que tu veux raconter, etc. Derrière, il y a le script qui est écrit, donc qui sont la façon dont tu racontes ce scénario. Donc ça peut être tes dialogues, mais ça peut être pas mal de choses aussi dans l'agencement de tes scènes et de ce qui se passe. Et derrière, tu as la réalisation. Et en fait, le script et la réalisation font que tout est diablement prévisible. Et du coup, il n'y a aucun effet de surprise. Enfin, rien n'est fait avec génie. Le film ne te crée jamais aucune surprise et va là où tu l'attends. Et il y va vite et il y fonce sans trop se poser de questions. Et voilà, et du coup, ça rend un truc pas forcément désagréable, mais pas forcément passionnant non plus à suivre. Puis c'est surtout que, bon, ils ont mis le thème de l'Orient, etc. Ils auraient pu le faire dans n'importe quel autre univers, ça marchait en fait. Ce qu'ils voulaient, c'est juste un héros qui cabotine un peu et une histoire de fantastique en fait. C'est vraiment relancer la machine à blockbuster et ils ont dit tiens, ça marche, on va donner le pitch de la Perse et voir un peu comment ça va percer, quoi. Oui, j'ai pas fait exprès pour le coup. Percé, super. Ça tombe bien parce que c'est particulièrement mon argument. Je pense que tout comme pour Pirates des Caraïbes ou pour plein d'autres, que ce soit des jeux ou des films, j'ai l'impression que le décor est pas tant important, il donne une certaine ambiance, mais que concrètement et globalement, les plots, les scénars de base changent pas trop la donne. Et on peut quand même remercier les studios Ubisoft d'avoir tenté de faire quelque chose avec cette question du temps, parce que justement, on ne se sert pas juste du décor sous prétexte de faire un énième film pour l'ambiance, ou un jeu pour l'ambiance, mais il y a quelque chose qui va aller prendre le sable. Tu le trouves pas n'importe où, le sable. On t'aurait pas pu faire les sables du temps en Irlande, par exemple. Enfin, t'aurais pu faire la tourbe. Hein. La tourbe du temps, ouais, ça aurait pu être pas mal. Hein. La tourbe du temps, ouais. La tourbe du temps, pourquoi pas. Ça aurait été stylé, pourquoi pas. Avec un vieux paysan irlandais en train de faire cuire sa tourbe qui se transforme en impératrice du temps, qui lui explique qu'il faut qu'il arrête de la brûler parce que sinon le temps se fige. Ouais, ça peut se penser. Ça serait pas une dague du temps, mais un trèfle du temps, par exemple. Une bière du temps. C'est ça, une Guinness du temps. Filmé par Ken Loach, et là t'as le film d'aventure du siècle. Là t'as une histoire sociale sur l'histoire de la galère du prince. Ouais. Bon, et en tout cas, du coup, ouais, ce film, ça donne pas grand chose, mais il a été accompagné par la sortie d'un jeu. Un magnifique jeu. Les Sables Oubliés. Le dernier Prince of Persia. C'est ça, il porte bien son nom. Si je me trompe pas. C'est le Prince of Persia qui s'est fait ensevelir sous les sables après. Et puis voilà, il a été oublié pour être remplacé par Assassin's Creed ensuite. Assassin's Creed Brotherhood est sorti à la même époque et ça l'a complètement enseveli, comme tu dis. Et en plus, il me semble qu'Assassin's Creed Brotherhood se passe en Turquie. Non, en Italie. En Italie, y a pas la Turquie encore? C'est pas tout de suite? Si, mais c'est après, c'est beaucoup plus après. Mais c'est pas Brotherhood. Après, c'est Revelations. Assassin's Creed Brotherhood, il se passe à Rome. Ça se passe à Rome, c'est Revelations qui se passe en Turquie. Oh, de toute façon, c'est le même pays. De toute façon, tout ça, c'est Il y a le tout premier qui se passe à Masyaf, si tu veux, il se passe en la Syrie. Turquie, Arrête. pour moi, c'est pareil. Alors, tu sors de ce podcast. Oh là là.
Et donc dans ce nouvel opus sorti en 2010, on retrouve à nouveau bon, je vais l'appeler Dastan parce que c'est comme il s'appelle Dastan dans le film. Tu nous as pas dit d'ailleurs, Lilith, ce que ça voulait dire, Dastan. Ah, alors Dastan, ça veut dire je retrouve ma note, ça veut dire les contes de fées si je me souviens. Oui, ça veut dire contes de fées en langue perse. Un Dastan, c'est une histoire centrée sur un personnage courageux qui cherche à protéger les siens d'un éventuel ennemi, véhiculant ainsi un modèle de bravoure. Voilà, tu peux le voir C'est particulièrement comme tu peux le voir dans le prince. D'ailleurs, c'est rigolo, ça ressemble aussi à Dust en anglais. Ah. Poussière, sable. Oh, superbe. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve ça rigolo. Et alors tu peux me donner une autre explication pour Tamina et Nizam et Shekamar et Non. Non, ça s'arrête là. Merci de ne pas avoir essayé. Du coup, on retrouve Dastan qui va porter secours à son frère Malik, qui est dans son château, qui est assiégé par une armée adverse, alors on sait pas laquelle. Alors si je me souviens bien, normalement, chronologiquement dans l'histoire, il s'intercale entre les Sables du Temps et l'Anu guerrier, je crois. C'est ça. Donc du coup, Malik se fait attaquer, Dastan vient l'aider, et à court d'armée, ils vont faire appel à l'armée de Salomon, qui est une armée de morts-vivants, qui transforme les gens en statues de sable. D'ailleurs, ils m'ont rappelé les statues l'armée de la momie du film de 99, c'était assez drôle. Et l'armée va s'avérer incontrôlable, et elle est dirigée par Ratash, qui lui m'a rappelé le démon de Darkness dans Legend, dans le film de Ridley Scott de 85, ce qui je le trouve aussi ridicule. Et d'ailleurs, le prince ressemble à Tom Cruise, un mauvais Tom Cruise, hein, donc la boucle est bouclée. Et du coup, le prince sera à nouveau assisté encore une fois par une belle femme, elle sera assistée cette fois-ci par Razia, qui est la gardienne des eaux et la dernière survivante des djinns. C'est une maride. Et elle va lui conférer... De quoi ? C'est une maride, donc une djinn de l'eau, a priori. Alors, les djinns, juste pour mettre le contexte, c'est des créatures de la mythologie arabique. Pour faire très vite. Rien à voir avec les génies, donc. Alors, ça vient de là. D'accord. Ah, mais alors, est-ce qu'on n'aurait pas enfin nos génies ? Et ben voilà. Et ben voilà. Elle ressemble quand même pas du tout à celui d'Aladin. Bah, elle ressemble pas non plus au Djinn Genie de David Bowie. Oui, mais parce que c'est un... Oui. Non, je ne relèverai pas cette... Et donc, la jolie princesse, enfin la jolie Djinn va lui donner des pouvoirs donc qui permettent de contrôler encore une fois le temps et les eaux. Par exemple, on va pouvoir solidifier de l'eau pour créer des points d'accroche. Heureusement qu'il y avait une bonne tuyauterie dans le système et un bon système d'évacuation d'eau dans le palais, parce que sinon ça aurait servi à rien. Et enfin voilà, globalement, moi je l'ai trouvé, alors déjà le prince, donc je disais, je l'ai trouvé assez moche. Je trouve qu'il ressemble à Mark Wahlberg, donc il donne vraiment pas envie. C'est pas gentil pour Mark Wahlberg. Bon, il est pas beau. Oui, mais le prince est encore plus moche. Imagine qu'il nous écoute. Qu'est-ce que tu lui réponds, hein ? Bah ouais, elle sait pas Ça sympa. nous fait... Je dirais qu'il est pas aussi beau que Jake Gyllenhaal. Ça nous fait un de nos 5 écouteurs qui abandonne, Sur le physique des modèles 3D, je veux bien, mais pas sur celui des gens. Mais depuis le début, j'aime bien diviser. Et donc Malik est pas particulièrement fut-fut, donc fut-fut. On s'entend, il se fait avoir par le pouvoir, donc ils ont un sceau pour libérer l'armée de Salomon, ils ont un sceau qui est divisé en deux parties. Chacun des deux frères en a un, et ils doivent se retrouver pour réunir le sceau et pour pouvoir arrêter l'armée. Le problème, c'est que Malik nous fait une Gollum, c'est-à-dire qu'il est attiré par il est plus ou moins pris de folie par ce sceau qui commence à plus ou moins ronger son âme et sa personnalité, et Ratash finit par prendre le contrôle de Malik et se transforme en démon assez gigantesque à la fin. Et voilà, enfin du coup après à la fin on doit aller à Rekem, la ville des djinns, dans le temple de Salomon, pour récupérer une épée qui permettra de vaincre Ratash, mais l'épée sert pour les 10 dernières minutes du jeu, ce qui est pas forcément intéressant. Globalement les combats, ça change pas trop quoi, il y en a toujours des ennemis qui sont assez nombreux, à chaque fois on a une dizaine ou une vingtaine à la fois. Au départ on se retrouve à combattre une armée, l'armée qui envahit le château, après on combat l'armée de Salomon. Ce qui pareil, on retrouve encore des créatures assez énormes, on a une espèce de gros gorille des sables. Et à fur et à mesure qu'on avance, on a aussi de plus en plus de boss qui sont assez faciles à combattre. Je dirais que globalement,
la jouabilité est franchement assez simple, quoi. On a une histoire, on a une progression du jeu qui est hyper linéaire. Les combats sont assez faciles et rapides. Même si on a des pouvoirs, c'est relativement facile de combattre les ennemis. Les pouvoirs sont là principalement que pour les phases de combat, donc les phases de plateforme. À part ce qu'on faisait déjà avant, c'est-à-dire grimper sur les murs, s'accrocher et tout ça, ça a pas beaucoup de... Il y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est pas un jeu que moi j'ai trouvé particulièrement divertissant ou même prenant, quoi, parce qu'il y a pas sensation de danger. À aucun moment on se sent pris par le danger ou on a peur pour le prince. Donc voilà, moi globalement c'est pas un jeu qui m'a franchement fait kiffer de jouer. En plus j'ai joué sur la PS3, donc c'était un petit retour en arrière. En plus le problème c'est que j'avais joué à Assassin's Creed. Alors moi je me suis mise à jouer à Prince of Persia après Assassin's Creed, donc du coup j'étais assez déçue. J'ai l'impression d'avoir un jeu qui s'apparentait plus à du beat'em up que à vraiment une aventure où on a l'habitude d'avoir un monde ouvert. Là c'était assez limité. Voilà, c'est pas le meilleur jeu de la saga. On comprend pourquoi ça s'est arrêté après, parce que ça donne pas envie de se relancer dedans, quoi. Bah, il y a eu un concurrent direct, hein. Après, je soupçonne aussi un jeu un peu limité et précipité, pour le coup il faut un jeu pour accompagner la sortie du film. Et c'est marrant parce que quand même dans le film, c'est Dastan et son frère, et d'ailleurs il a un autre frère, il a 2 frères, pas un, qui vont prendre la cité, alors que dans le jeu, c'est la cité du frère qui s'est attaquée. C'est assez rigolo quand même, cette différence. Je sais pas trop qu'est-ce qui pourrait l'expliquer, mais en tout cas, elle existe. Après, petit truc rigolo, c'est que donc moi j'ai relancé un peu tous les jeux là pour la préparation du podcast. Je les ai pas tous faits en entier, mais voilà, j'en ai relancé plusieurs. Et en fait, j'ai lancé les Sables du Temps, et peu de temps après, j'ai lancé les Sables oubliés. Et en fait, il s'avère, en tout cas, j'ai eu ce gros feeling. Il faudrait vérifier avec des vidéos comparatives ou quoi. Mais en fait, le début du jeu, j'ai l'impression que c'est exactement le même. C'est-à-dire que tout le début du jeu des Sables du Temps, en fait, on est donc le prince au milieu de la cité assiégée, et on a donc 2-3 plateformes sur lesquelles il faut monter, un combat, puis on passe dans un couloir où ça fait un angle, puis on grimpe sur un mur, on prend une échelle, enfin bref, il y a tout un petit cheminement, et en fait, quand j'ai joué au Sable oublié, j'ai l'impression de jouer à la même chose. Ouais. Et il me semble que c'est exactement le même level design du début. Alors, est-ce que c'est une facilité pour gagner du temps et pas recréer des phases, et donc est-ce qu'ils en ont repioché dans les level design précédents? Est-ce que c'est un clin d'œil pour dire on refait la même intro que les Sables du Temps? Je sais pas, mais j'ai eu ce gros feeling de me dire putain, mais c'est la même chose, mais avec pas les mêmes modèles 3D, quoi. Et c'était extrêmement bizarre, et est-ce que ça serait pas un espèce de remake inavoué Alors du coup dans ce cas-là, Prince of Persia, enfin la franchise Prince of Persia est vouée à faire des remakes, vu qu'il faut refaire un remake des Sables du Temps. C'est une boucle, C'est quitte clair. à se lancer dans la boucle de la temporalité, c'est sans fin. Bien sûr. Mais ne font-ils pas ce remake pour prendre la température et créer un nouveau Prince of Persia? Est-ce que ce serait pas le moment que la licence peut-être. revienne sur le devant de la scène? Alors, je me souviens pas qu'ils aient dit officiellement qu'ils avaient arrêté. Non, il n'y a pas d'annonce. Non, c'est que des suppositions. C'est-à-dire que à l'époque, quand ils ont sorti celui-là et que ça a pas très très bien marché, il y a eu cette idée de on réfléchit à l'avenir de la licence. Ils avouaient qu'à demi-mot qu'en fait ils allaient arrêter les licences Prince of Persia, vraiment. C'est du coup là, s'ils reviennent avec le remake et machin, oui, ça m'étonnerait pas qu'ils veuillent refaire un épisode, mais il faut qu'ils retrouvent un moyen de se démarquer, parce que Assassin's Creed est parti complètement. En fait, c'est détaché des choses intéressantes de Prince of Persia, puisqu'en fait, tous ceux qui apportaient le design, enfin les bonnes idées, etc., sont partis vers le Assassin's Creed. Et du coup, après, ils n'arrivaient pas à essayer de se différencier complètement de ce Assassin's Creed, puisque Assassin's Creed vient de Prince of Persia. Et là, est-ce que, avec le remake et peut-être un autre opus plus tard, est-ce que il faut vraiment qu'ils trouvent une nouvelle idée? Parce que là, on a 20 ans après le Prince of Persia, on ne peut plus nous refaire des jeux comme avant, quoi. Donc il faut vraiment qu'ils trouvent les bonnes idées et qu'ils
qui puissent se démarquer et dire oui, effectivement, Prince of Persia peut exister. Et c'est pas simplement un bête beat'em up ou un bête platformer, quoi. Bah, justement, vont-ils réussir à réinventer Prince of Persia? C'est leur prochain défi, peut-être. Ouais. Et donc, du coup, avant de terminer, je voudrais, parce que je pense que là, on a déjà fait un beau tour, je voudrais juste faire une passe par le jeu de 2008, qui est un jeu qui n'a pas beaucoup marché, qui a été assez mal reçu, et en fait, qui est un jeu qui était plutôt audacieux, qui tentait des choses. Donc là, on se plonge dans une Perse déjà beaucoup plus proche des Mille et Une Nuits, que ça soit dans ses musiques, mais aussi dans son ambiance et ses décors. Dans un royaume, on sait pas trop où. Et en fait, on joue le prince qui est un vagabond, et qui va tomber sur une princesse, qui s'appelle Elika, et qui va essayer d'empêcher son père de libérer le démon Ahriman au sein du royaume. Donc au début on comprend pas trop pourquoi il fait tout ça, etc. Et en fait il va s'avérer que la princesse Elika a des pouvoirs. Et en fait, ensemble avec le prince, ils vont explorer et parcourir le royaume afin de libérer les terres qui ont été infectées par les substances démoniaques en gros de Ahriman. Et c'est un jeu qui du coup, donc c'est beaucoup plus un jeu d'exploration et de parcours en fait, où tout est super fluide. Et en fait, il y a un vrai flow qui se dégage des ascensions et des parcours que tu fais. Donc il y a très peu de moments où tu vas te dire attends, où est-ce que je dois aller. Tu cherches jamais ton chemin. Par contre, il y a une fluidité dans les actions, etc., qui rend en fait toute l'exploration assez agréable. Et en fait, le jeu, pour moi, s'approche beaucoup plus d'un jeu comme Flower ou ce genre de jeu où effectivement tu te laisses un peu porter par le flow. Ou de journée un peu. Ou Journey C'est dans le même genre, parce que effectivement il y a un vrai flow dans tes actions. Et d'ailleurs dans ce jeu là tu ne peux pas mourir, et c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché au jeu, et ça on pourra lancer tout un débat sur la difficulté à partir de ça si on veut, mais c'est un jeu où tu ne peux pas mourir. Et en fait je pense que ça participe à ce truc de vis ton aventure et vraiment laisse-toi porter par le flow du truc. Et te soucie, explore et profite plus que je veux te mettre du challenge avec plein d'ennemis et des choses comme ça. Et voilà, et en fait c'est un jeu très sous-estimé et qui est vraiment très très cool et que j'encourage les gens à rejouer. Et je pense qu'aujourd'hui si je devais les faire jouer à un jeu, ça serait à celui-ci. Parce que Prince of Persia, Les Sables du Temps, même s'il reste je pense très agréable à jouer aujourd'hui, a tout de même un peu vieilli et quand même un peu raide sur certaines choses. Et puis tout le monde y a joué ou en a entendu parler. Et du coup, je serais beaucoup plus tenté de leur dire, essayez celui-là et donnez-lui sa chance. En vrai, je pense qu'il avait des choses. Il avait un parti pris qui tentait pour l'époque et qui était assez audacieux. Et rien que pour ça, j'ai envie de le récompenser, quoi. En plus d'avoir une DA assez chouette. Voilà. Le Prince of Persia de 2008, moi je le recommande. C'était tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur lui, mais ce qui est assez étonnant, c'est que du coup ça en fait un personnage d'aventurier solitaire. Oui. Et donc en fait finalement l'histoire c'est un peu je sais pas moi, le rapport à Elika qu'il trouve dans le désert alors qu'il cherche son âne, ça me fait un peu penser au Petit Prince, avec Antoine de Saint-Exupéry qui rencontre le Petit Prince. Tu vois, c'est un peu ça. En fait, surtout, ce jeu s'appelle Prince of Persia, mais en fait, il pourrait tout à fait s'appeler Princess of Persia. Ouais. Parce que le jeu est très centré autour d'Elika et de son royaume, et la partie du prince, d'où il vient, son vrai royaume, etc., machin truc, tout ça, en fait, n'est pas du tout abordé. Ouais, puisqu'en fait, on ne sait pas d'où il vient. Pourquoi il est vagabond Ouais. et tout, on l'aborde Ouais. très très peu. Et du coup, en fait, c'est un jeu qui aurait pu s'appeler, je pense, Princess of Persia, que ça serait tout à fait passé. Mais bref, en tout cas, un épisode hyper intéressant qu'il faudrait décortiquer, et peut-être qu'un jour j'en écrirai un article sur mon blog. Mais voilà. En tout cas, c'était une belle tentative de la part d'Ubisoft d'essayer de sortir du moule Assassin's Creed, qui du coup lui faisait énormément d'ombre. On ne peut pas avoir deux licences qui vont avoir à peu près le même genre d'ambiance et d'intérêt pour les joueurs, et malheureusement c'est ça, quoi. Mais maintenant que... Et de s'éloigner aussi des Sables du Temps. Et d'ailleurs, ils en sont revenus justement après l'échec de ça, et pour faire dans la facilité et revenir un peu aux Sables du Temps et essayer de brosser le fan dans le sens du poil. Faut dire aussi que Assassin's Creed est parti dans une autre direction. Donc il laisse aussi une place à reprendre un jeu un peu plus platformer, quoi. Voilà un peu pour un grand tour
de la saga. Ce que je vous propose de peut-être faire une petite conclusion sur la saga, et puis on va peut-être arrêter là pour cet épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça me va. Moi, ça me va. J'ai quand même une dernière question à poser avant de vous demander vos avis. Est-ce que vous avez quand même d'autres idées, d'autres films, d'autres jeux, d'autres items qui vous parlent autour de l'orientalisme dans la pop culture? C'est une bonne question. Bah, Aladdin. Je veux dire, Aladdin Facile. sur Mega Drive ou sur Super NES, et puis Aladdin et son whitewashing depuis le début jusqu'à la fin, et puis enfin tous les films qui vont mettre dans le même moule le Proche-Orient, l'Égypte, la Perse, l'Inde, en mettant des turbans, en veux-tu en voilà, des sabres recourbés. Voilà, ça pose problème à partir du moment où ça développe un discours sur les populations qui y sont, et puis si c'est juste un décor de film d'aventure, bon, qu'en penser? Mais oui, Aladdin, évidemment, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Après, t'as tous ces films, des films des années 50, c'est ce que tu disais, Chacha, où vraiment l'Orient faisait rêver. Et donc il y a eu énormément de films qui avaient été faits, des films hollywoodiens qui prenaient vraiment. Alors pas tant énormément, et puis c'est quelque chose d'assez constant, effectivement, jusqu'aux années 80 dans les films hollywoodiens. Même peut-être un peu au-delà des années 80, parce que si on prend un film comme Alexandre, finalement il y a aussi un peu une dimension orientalisante, et même un film comme 300, il y a aussi une dimension orientalisante. Mais en gros, oui, c'est l'idée d'un Orient qui est... fantasmé. Ouais, complètement fantasmé, et qui est celui qui est hérité des contes des Mille et Une Nuits. Alors je vous en aurais pas fait l'historique parce qu'il est déjà 1h40 on a déjà 1h40 de podcast, mais clairement c'est un Orient qui est un gloubi-gloubla, je sais pas comment on dit, gloubi-gloubla, gloubi-gloubga, j'y arrive jamais. Mais bref, c'est un mélange de tas de trucs qui font que c'est amalgamé et que on a l'impression que vaguement ça ressemble à l'Orient. Mais il faut dire que c'est aussi, ça vient de textes qui ont été écrits par des gens qui s'y sont jamais déplacés. Hein. Les Lettres persanes de Montesquieu, ou Zadig de Voltaire, ou même Alexandre Dumas qui a écrit quelques trucs en Orient. Bon, bah c'est des gens qui y sont pas allés, donc on va plaquer sur une sorte de temps qui a pas besoin d'être historicisé. Ça peut être, il peut y avoir Babylone si on a envie pour Prince of Persia. Ça peut être les grandes poires au-dessus des bâtiments quand on veut, quand on a besoin, et on se demande qu'est-ce que ça peut faire là, parce que ça fait penser aussi à Moscou. Mais bon, voilà, c'est la Perse, c'est cool. Il y a des tapis, ça pour le coup ça ressemble un peu à la Perse, et puis il y a du désert, alors que bon, bah c'est pas forcément le cadre de l'Iran actuel. Enfin voilà quoi, on met un peu tout ce qu'on veut. Si on peut rajouter des femmes un peu légèrement vêtues avec des chameaux, mais je crois que j'ai vu assez peu de chameaux dans les Prince of Persia. Oui. Eh ben vas-y quoi. Et toi, Lilith, du coup, t'as d'autres références Alors moi, dans un côté moins exotique, je pense à Persepolis, la bande dessinée autobiographique de Marjane Satrapi, dont il y a eu un long métrage, et pour le coup qui est beaucoup plus critique à l'égard de la Perse. Moi, c'est principalement à ça que je pensais, et à 300. Mais voilà, c'est tout. Bah, plus de l'Iran pour le coup. Où elle fait tomber quelques clichés sur l'Iran, notamment de ce que nous on a pu en entendre parler, puisque on a vécu quand même on est né après l'embargo américain, donc on a vraiment cette vision de l'Iran qui est celle qu'on nous a donnée en fait. Et du coup, c'est vrai que elle, quand elle raconte Persépolis, comment était l'Iran dans les années 70, etc., c'est quelque chose dont on n'avait pas conscience. C'est vrai que c'était intéressant. Et moi, alors, Chacha, t'en as parlé, mais moi je recommanderais bien de jouer à Journey, justement. Même si, voilà, en termes d'orientalisme, c'est pas non plus surdéveloppé, etc. Mais voilà, c'est un jeu qui peut être joué par n'importe qui et qui est très agréable et qui sait raconter des choses sans être bavard ni rien. Enfin, c'est très 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 chouette et très agréable à parcourir. Et à côté de ça,
Comme série, comme film ou des choses comme ça. Ah si, regardez Kabul Kitchen. Ah oui, C'est génial. voilà, c'est l'histoire d'un expat qui crée un bar, enfin qui crée un resto d'expat à Kaboul. Et évidemment, il a des tonnes d'emmerdes parce qu'il sert de l'alcool, il a une piscine et ce genre de choses. Et en fait, voilà, on va suivre tout ça. Et c'est typiquement le genre de série où, en fait, pour résoudre une première emmerde, il va s'en créer trois autres, et ainsi de suite. Et c'est plutôt drôle, il y a 3 saisons. Et Kabul Kitchen, c'était plutôt rigolo. Et ça permettait aussi d'explorer un petit peu, justement, qu'est-ce que c'est la vie un peu à Kaboul. Comment vivent les gens, quelles sont les règles là-bas un peu, et comment ils vivent les situations, parce que donc ça a été réellement tourné à Kaboul. Et ils avaient des grosses difficultés de tournage justement en fonction de la situation de la ville. Et donc il y a des fois des saisons ils ont dû faire des pauses dans le tournage en plein milieu parce que ils étaient en alerte à la bombe ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est du coup c'est plutôt chouette aussi pour voir ces pays-là aussi peut-être d'un autre regard. Le personnage du général joué par Simon Karian Et il est est formidable. juste génial. Il est super. C'est le personnage typique, dictateur typique, on va dire, des pays de l'Orient, mais il est vraiment super. Très drôle. Et aussi pour ceux qui veulent, parce que là on a beaucoup parlé de jeux vidéo occidentaux qui fantasment sur l'Orient. Moi je peux vous conseiller aussi un jeu vidéo qui est sorti en 2010 et qui a été, c'est genre le jeu vidéo à l'époque avec un budget de 600 000 $ quand même pour l'Iran. C'était énorme. Et donc une grosse ambition d'un jeu vidéo iranien qui s'appelle Garsar. Je le dis très très mal. Je le dis très très mal, donc on va le refaire de Garsharsp, et qui en fait se base sur un poème. Alors là c'est pareil, ça va être horrible. D'Abu Nasr Ali ibn Azadi. Tu veux pas dire le nom français? On va Azadi Tusi, qui est donc un poète perse du XIe siècle. Et donc qui raconte l'histoire épique de Garsharsp, et donc qui va un peu comme l'Odyssée d'Ulysse, qui va aller dans plusieurs pays, qui va aller combattre des créatures mythiques, il va se battre contre un dragon, etc. Et donc du coup le jeu essaye de retranscrire un peu ce poème épique. Donc c'est un jeu beat'em up, hein, assez enfin pas très maniable, qui utilise beaucoup de logiciels libres parce que en fait ils n'ont pas tous les droits puisque tu as l'embargo américain, donc ils peuvent pas avoir les kits de développement pour les consoles, etc. Mais n'empêche que c'est un des seuls jeux que vous pourrez avoir qui a été fait en Iran et qui a réussi à s'exporter, et qu'on peut trouver actuellement sur des plateformes de distribution comme Steam. Donc voilà, si ça vous intéresse de faire un jeu un peu cassé, mais qui raconte quand même quelque chose de ce que voulait faire l'Iran de l'époque, jouez-y, ça peut être intéressant. Et ben sur cette super reco, je vais vous proposer de conclure un petit peu peut-être la saga Prince of Persia et qu'est-ce que c'est, et, un peu votre avis et voilà un peu tout ça, tout ce qu'on a débriefé pendant 2 épisodes. Moi, je préfère Assassin's Creed. Ce sera mon mot de ma fin. Moi, je dirais la 2D, c'était mieux. Oui, voilà, c'est ça. C'était bien. Et toi? Je sais pas comment conclure, mais moi je trouve que c'est une chouette saga. Et en fait, j'ai grandi avec elle. J'étais pile dans le public cible au moment où Ubisoft l'a récupérée, etc. Et voilà, je trouve ça juste dommage qu'elle ait disparu parce que elle a apporté beaucoup de choses sur le jeu vidéo actuel. Et voilà, et aujourd'hui le jeu vidéo on serait pas là sans ça, et rien que pour ça, du coup, on remercie Monsieur Mechner et tous ceux qui ont travaillé dessus parce que ça a aidé à forger, je pense, beaucoup d'imagination de personnes de nos âges à peu près. Ouais, on lui souhaite bon courage avec les documentaires. Exactement. Eh ben merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée. Bisous. Allez, ciao. De grosses bises.
C'est fini là? Ah, c'est fini? Ah, mais. Ah, je suis désolé, je ne savais pas que c'était fini. Ah, oui, 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 j'enregistre encore moi, mais je vais éteindre là.